En France, en fait, dès que tu parles de droit à la formation, c'est boring, un truc de malade. Ça fait chier tout le monde. Pourtant, c'est hyper important parce que c'est le droit d'être curieux tout au long de la vie. Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Romain Paillard. Romain a cofondé Le Wagon, l'école qui apprend aux gens à coder. C'est un peu l'épisode anniversaire de Nouvelle École. Il y a un peu plus d'1 an, j'interviewais son frère, Boris, pour le premier épisode. Depuis, Le Wagon a continué de tout défoncer, 23 villes, 1800 élèves au total. C'est un épisode très différent de celui avec Boris et on parle pas trop de code. En fait, on parle surtout de choix de vie. Avant de monter Le Wagon, Romain était avocat, il raconte sa transition et lâche quelques anecdotes croustillantes. On discute de la nécessité de réinventer l'apprentissage et de permettre aux gens de sortir des cases. On parle d'entrepreneuriat, de gens qui travaillent trop, de quête de sens, de mon stage chez Marc Dorcel et de son désir secret de créer une ferme autonome. Pensez à vous abonner sur iTunes ou SoundCloud ou Deezer ou partout si vous voulez m'aider à améliorer Nouvelle École et bonne écoute. Et là, c'est commencé ou c'est pas commencé ? Ça dépend, on va voir. Ouais. Parfois je garde pas. Ok, tu fais parler la personne pour voir s'il y a des trucs à prendre pour faire semblant que t'as pas commencé mais qu'en fait t'as commencé. Alors ça c'est un truc que j'ai beaucoup fait, donc maintenant la blague commence à être un peu rincée. Donc non, maintenant c'est plus pour. En fait, ce qui se passe c'est qu'avant j'avais des. Je vais expliquer à chaque fois, mais avant j'avais des pieds et donc on pouvait parler sans avoir l'impression d'avoir commencé le podcast. Maintenant j'arrive, je te mets le micro dans la main, tout de suite t'es en mode bon là, c'est interview, faut que je fasse gaffe à ce que je dis et tout. Et c'est vrai, il y a des avantages et des inconvénients à tout, mais c'est chiant si le mec se met en mode ou la fille bien sûr, se met en mode interview, tu sais, et du coup t'es en mode tu t'attends les questions, tu réponds aux questions. Mhm. Le but c'est vraiment beaucoup plus que ce soit une discussion et du coup voilà, maintenant je parle et des fois on dit des trucs marrants, alors je vais les laisser. D'accord. C'est peut-être là que je fais un peu que je coupe et que je monte un peu au début. Parfois il y a 2-3 blagues marrantes, alors je les laisse parce que tu vois, il y a le mécanisme de t'entends des gens qui rigolent et tu te mets forcément à rigoler même si c'est pas drôle ce qu'ils disent. Ouais. Voilà. C'est vrai. D'ailleurs c'est pour ça qu'ils font ça dans les séries, je pense. Et je me disais, ton jingle d'entrée, il est légal ou pas ? Non, il est complètement illégal. C'est Booba ? Ouais. Mais il fait parce que je crois qu'il y a des durées, non ? Ouais, c'est illégal. Ok. Enfin, je veux dire, j'ai pas tout le monde checké, mais globalement. Parce qu'il rend bien, Ah ouais ? Ouais. Ah, parce que genre, ça me fait vachement plaisir que tu me dises ça parce que plein de gens qui me disent ton jingle est nul, il est ultra ringard et c'était quoi cette musique d'ascenseur ? Je leur dis les gars, c'est une nouvelle école Booba. de Booba, comment osez-vous ? Ouais. Bon, tu vas ranger ce téléphone tout de suite. Ouais. De toute façon, je capte pas, là, on est dans une cave. Tu connais pas Forest ? L'application pour planter des arbres ? Ah ouais, si. Et ben voilà. Si, mais moi, j'installe plus d'application sur mon téléphone. Pourquoi ? Parce que j'en ai pas à l'usage, ça me fait juste perdre plus de temps. Enfin, l'ensemble des applications que j'ai déjà là me fait déjà perdre énormément de temps, donc si je rajoute des applications, ça me fera juste perdre encore plus de temps. T'as du mal à... Tu passes beaucoup de temps sur les apps ? Je passe pas mal de temps sur les apps, j'ai plus aucune notification maintenant. Bon, alors moi non plus, mais le nouveau problème c'est que maintenant j'ouvre mes apps toutes les 2 secondes pour voir si les nouveaux trucs sont Après, ça sont dépend arrivés. de l'application, mais si c'est ton mail, par exemple, tu sais que tu vas l'ouvrir plein de fois dans la journée. Si c'est Slack, pareil. Donc, il y a des applications que de toute façon tu vas ouvrir dans la journée puisque c'est quand même ton boulot D'ouvrir de les ouvrir. Ouais. Donc, c'est un boulot qui est pas trop pénible. Il y a des gens qui tapent sur des clous toute la journée. Toi, on te demande d'ouvrir une application plusieurs fois dans la journée. Donc, c'est pas trop pénible. Donc, je pars du principe que je vais le faire et donc j'ai pas besoin de notification. Et d'ailleurs, j'aimerais monter un groupe de lobbying pour rendre les notifications off par défaut sur les téléphones. Je trouve ça illogique qu'elles soient on par défaut. D'autant plus que déjà tu viens d'en avoir une nouvelle. Ouais, c'est un virement. C'est quoi ? C'est un virement. Ah oui, c'est bien ça. Notification N26. Moi les seules notifications N26 que je reçois c'est quand je dépense quelque chose. Ouais, je les ai aussi. Ça. Du coup tu m'as fait perdre le fil de ma pensée, mais alors tu sais que sur Messenger, Facebook Messenger, si tu désactives les notifications, tu as une petite pastille rouge en permanence, donc de notifications, qui te dit en fait, hey, vous n'avez pas activé les notifications. Tu peux pas l'enlever celle-là. Ah moi donc ça c'est vraiment le paroxysme je de crois la. que je l'ai pas. Ne me fais pas mentir. Celle-là là. Ouais. Ah ouais, je la regarde pas. Tu vois. Enfin bon, c'est pas une vraie notif, tu reçois pas un message pour te dire que t'as reçu un message. Moi, je supporte pas ces trucs. J'ai plus de notif non plus et j'essaye de faire une chose par jour. Et donc, c'est parti. Donc, je suis avec Romain Paillard. Bonjour Romain. Salut. Romain, en fait, c'est un peu l'épisode anniversaire de Nouvelle École parce que ça a commencé avec Boris Paillard, ton frère, il y a un peu plus d'1 an.
Donc c'est un anniversaire qui tombe pas parfaitement un an après, donc ça n'a pas vraiment de sens. Mais quand même, je reviens au wagon. Faites jamais les anniversaires le jour même, quasiment. C'est ça, Dans absolument. La famille, en tout cas. Dans ta famille ? Ouais, toujours à la bourre. Ah voilà, très bien. Je m'inscris dans la tradition. Donc Romain, t'es un des autres fondateurs du wagon. T'as cofondé avec Boris environ en 2013. Ouais. Et du coup, depuis l'année dernière, il y a eu pas mal de changements. Je crois que vous avez 23 villes d'ouvertes maintenant. Est-ce que tu peux expliquer juste rapidement ce que c'est que le wagon ? De tes propres mots, j'en parle en permanence. Ouais, non, bien sûr. Alors le wagon, c'est, je te l'ai fait en très courte. C'est une école pour apprendre à programmer, à coder. Plus largement que ça, notre focus, c'est d'amener un savoir-faire technique à des esprits créatifs. En tout cas, c'est le motto. C'est la tagline. Voilà, exactement. C'est, je crois, mon frère qui nous a ramené ça d'une soirée où il avait un peu bu. Il est revenu avec, enfin, bref. Il avait notamment ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement, il voulait le mettre sur le site internet. Ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement, de Doualo. Je sais plus. On va voir. Il voulait le mettre sur le site internet, mais après, quand t'es en Chine, au Japon, c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est la tagline. Globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 9 semaines, en fait, on va prendre des gens motivés qui vont venir sur place tous les jours de 9h à 20h et qui vont apprendre à programmer pour devenir autonomes, donc en développement web. Et donc au terme des 9 semaines, donc c'est 9 semaines, donc 45 jours pleins, ils seront capables de développer eux-mêmes leurs applications, de lancer leurs projets, de faire des freelances, de trouver un job de développeur. Enfin voilà, ils font un peu ce qu'ils veulent. L'idée, c'est de leur apporter de l'autonomie et de leur apporter les outils qui leur manquaient pour mettre leur créativité en action. Donc t'as commencé ça il y a 4 ans, c'est ça à peu près ? Ouais. Et juste rapidement, vous avez, j'ai rechecké parce que moi j'ai fait le wagon, donc c'était en 2015, et j'ai interviewé Boris il y a 1 an, et en fait vous aviez commencé à ouvrir des villes, mais là je crois que vous avez 23 villes dans le monde entier. Ouais. Et ça fait combien d'élèves en fait en tout qui sont passés par le wagon depuis le début ? Alors là, en tout, la première classe, elle a eu lieu en janvier 2014, et là on a en tout un peu plus de 1800 anciens élèves. Donc ça vous fait toute une énorme communauté de gens que vous gardez ensuite, c'est ça ? Ouais, exactement. Enfin, c'est eux qui se gardent aussi. On n'a pas besoin, on n'est pas leur berger. Mais ouais, on a une belle communauté qui se parle, qui échange, qui s'aide, qui se file des bons plans. Enfin, on est une communauté qui est encore extrêmement soudée sur Slack notamment. Bon, on a de la chance parce que c'est une communauté qui est plutôt importante en taille, mais qui est pas encore trop importante, donc qui reste solidaire. Après, je pense qu'il y a des seuils critiques de communauté qui nous poseront peut-être des problèmes plus tard. On n'y est pas encore, mais donc là, on est vraiment dans le moment où c'est doublement sympa, c'est-à-dire que on a une belle communauté avec beaucoup de gens et avec suffisamment de gens pour que ça reste solidaire et intéressant. Donc là, en fait, ce que vous avez fait, c'est que vous avez pris le modèle des bootcamps de code américains qui existaient. Je sais plus comment il s'appelait, mais il y en a plein là-bas. Dev Bootcamp. Dev Bootcamp, ouais. C'est ça. Et que vous avez appliqué. C'est du bootcamp, quoi. Ça a donné son nom générique au format. Ouais. Et du coup, vous avez pris ça, vous l'avez adapté en France. Et en fait, si je me trompe pas, vous êtes un des plus gros bootcamps du monde maintenant en programmation. Alors aujourd'hui, en nombre de campus, oui. On est clairement le bootcamp avec le plus grand nombre de campus. Après il y a des acteurs énormes style General Assembly, ce genre d'acteurs, mais qui eux sont sur plein de verticales différentes, font du design, de l'UX, enfin c'est beaucoup plus large. Nous on est sur une seule verticale qu'on essaie de faire bien et le mieux possible. C'est pour ça que ça marche à mon avis. Et voilà. C'est quoi votre verticale ? Bah nous on est vraiment sur le développement web, donc on n'est pas parti sur de la data science, de l'UX. On reste sur du développement web et si tu veux déjà en 3 ans, là aujourd'hui on commence à considérer que le niveau est bon et que le produit est bon, mais un produit pédagogique, un produit d'éducation, ça s'améliore constamment et voilà, franchement là déjà au bout de 3 ans on améliore encore des choses. Donc ça nous paraît un peu superfétatoire de partir sur des nouvelles verticales, des nouveaux programmes, des nouveaux domaines. Voilà. Il y a un bouquin de marketing qui s'appelle, je sais pas si c'est lui qui s'appelle The 22 Immutable Laws of Marketing. Je lis pas trop de bouquins. Tu lis pas trop de bouquins de marketing. Non mais c'est un bon bouquin. Figure-toi que moi je détestais le marketing à l'école et quand j'ai lu ce livre, je me suis dit mais en fait c'est trop bien le marketing, c'est hyper intéressant, c'est hyper bien fait ce livre. Et dans ce bouquin il parle d'un truc, ils disent que la diversification c'est la mort en fait, et que toutes les boîtes
commence à avoir des difficultés ou à péricliter quand elle commence à trop se diversifier, tu vois. Et ça me fait penser à ça fait écho à ce truc-là, je trouve. Ouais, non mais c'est Parce que si tu restes sur ta verticale, sur le seul truc que tu sais bien faire, tu l'améliores tout le temps. Et je crois que c'est Jean de la Roche-Brochard qui en parlait dans des épisodes, il parlait d'appeler ça sa primitive, le truc sur lequel tu te focuses à fond. Ouais. Et, Bah non, je pense que c'est très vrai. Après peut-être qu'il y a des exceptions rarissimes qui sont capables de faire extrêmement bien plusieurs choses. J'y crois pas. Personnellement, j'y crois pas des masses. Je pense que faire extrêmement bien quelque chose, c'est déjà très compliqué. Donc faire extrêmement bien plusieurs choses, ça me paraît impossible. Dernière chose, au niveau du bootcamp, vous avez commencé il y a 4 ans, là vous avez eu des centaines, du coup 1800 élèves en gros, tu m'as dit, Ouais. 23 villes. Quand t'as commencé, c'était quoi l'ambition que t'avais pour ce truc? Tu te voyais arriver à un truc aussi gros, ou tu te voyais arriver à un truc encore plus gros, ou tu pensais vraiment que tu voyais ça vraiment petit? Est-ce que on voulait ça ou on voyait ça en petit? Bah ouais, quelle était ton ambition, quoi? Comment tu voyais le truc? Est-ce que tu croyais à un truc aussi gros, ou est-ce que tu le voulais, ou est-ce que tu te posais pas la question? Bah nous déjà au début on était content que ça marche à Paris. Ouais. Enfin, je veux dire, en vrai, le simple fait que ça prenne à Paris, c'était pas gagné au départ. Je veux dire, faut remonter un peu dans le temps, mais à l'époque, les gens savaient même pas ce que c'est que la programmation. Moi, je me rappelle, j'étais allé pitcher quand même le wagon. J'avais expliqué qu'on faisait des cours de code, et à la fin du pitch, tout le monde avait pensé qu'on préparait les gens au permis de conduire. Donc Pour de vrai? ouais. Pourquoi? C'était compliqué, parce que les cours de code. Ouais. Ils avaient lu cours de code quelque part, ou Ouais. Bah c'était cours de code, tu vois, j'aurais dû apprendre à coder, apprendre à programmer. Et encore, tu vois, le codage et tout, on continue à l'entendre. Ouais, le codage, le fameux codage. Donc à l'époque, c'était vraiment tu vois, tu parlais de code, les gens pensaient directement au permis de conduire. Après, il y a eu 42, etc. 42, c'était quasiment en même temps que nous, donc ça nous a vachement aidé à nous lancer, parce que ça a permis de démocratiser un peu le discours sur le code, la programmation, etc. Mais donc déjà, il faut comprendre que à l'époque, la programmation, ça parlait pas trop aux gens. Donc ouais, déjà valider que les gens étaient prêts à apprendre à coder et à prendre 9 semaines et à nous faire confiance sur 9 semaines dans un pays où les diplômes sont tout, et où toi ta boîte existe depuis 0 mois. C'était pas gagné. Donc déjà réussir à Paris, ça nous a fait plaisir, ouais. Je disais ça parce que tu sais, on demande toujours aux gens d'avoir une vision quand ils commencent un truc, c'est quoi ta vision, etc. Et moi, c'est toujours un concept que je trouve un peu farfelu, parce que c'est compliqué d'avoir une grande vision ultra ambitieuse quand tu commences quelque chose, je trouve, et que tu sais même pas si ton premier truc va être validé, tu vois. Tu sais même pas si ton petit produit, les gens vont l'adopter. Donc voilà. Bah disons que si tu passes vachement de temps à penser à ta vision, ça se fera probablement au détriment de l'exécution, et tu vas faire de la merde. C'est ça. Ouais. C'est quoi, moi j'ai beaucoup passé de temps, je sais, à réfléchir quand je voulais lancer des projets, alors qu'en fait, à partir du moment où tu commences à le faire un tout petit peu, généralement ça change déjà complètement de l'idée que tu t'en faisais avant de commencer, que c'est pas, je sais pas, c'est ultra important à chaque fois de trop penser le truc, quoi. Moi je pense que c'est pas très important. Je pense que ce qui est important, c'est de se donner à fond dans ce qu'on fait, d'être passionné par ce qu'on fait. Après la vision, en plus la vision, tu la modifies toujours de manière rétrospective. Ouais, c'est ça, c'est le rétro storytelling. Ouais. Genre on avait vu qu'il y avait une énorme opportunité à niveau. Exactement. Donc c'est c'est un peu pipeau, ouais. Ouais. C'est un peu pipeau. Et ce qui est marrant, du coup, par rapport à, on va parler du wagon, on va parler d'apprentissage, on va parler de plein de choses, mais évidemment on est obligé de parler du fait que tu viens de dire que l'important quand tu lances un projet, c'est d'être passionné et de se donner à fond. Mais en fait, toi, c'est marrant que tu te sois retrouvé à monter une école de code, parce que à la base, t'étais avocat, pénaliste, commis d'office en Seine-Saint-Denis un peu à un moment. Pas en Seine-Saint-Denis, mais j'étais à la base, j'étais avocat en droit des AF. Ouais. Donc après je suis passé au pénal. Et effectivement, j'étais avocat pénaliste pendant 4 ans, 5 ans, je sais plus. Mais déjà pendant que j'étais avocat, j'ai lancé pas mal de petits projets. Qu'est-ce qui t'avait emmené vers le droit? Je pense parce que Boris, ton frère était parti dans la finance, lui. Ouais. Donc Boris, il avait fait une école d'ingénieur. Centrale, ouais. Ouais. Bah en fait, je pense que c'est essentiellement le manque d'imagination. Ah ouais. En fait, j'ai jamais eu une passion pour le droit. Après, c'est une matière qui est quand même hyper intéressante. Et puis les études de droit c'est des humanités qui sont assez intéressantes. Donc ça valait le coup de le faire. Mais je pense que c'était vraiment C'était la voie facile pour toi. C'était la voie facile dans une famille bourgeoise parisienne. Voilà. Je me suis pas. Et c'était pareil pour Boris, tu penses?
Ouais, bah on est deux frères, une sœur. Il y a un médecin, un avocat, un ingénieur. Et du coup, t'as bossé ensuite en cabinet d'avocat, ça? Ouais, j'ai bossé pendant 4 ans, 5 ans, comme avocat pénaliste. C'est un truc qui te plaisait? Bien galéré, ouais, c'est un truc qui me plaisait. Pourquoi tu dis que t'as bien j'adorais galéré? ça parce que c'est des boulots qui sont pas faciles. Enfin, le pénal c'est passionnant, mais c'est pas évident. Enfin, c'est assez dur. Parce que enfin tu vois quand tu montes ta boîte par exemple, en vrai si on se casse la gueule avec le wagon demain, je vais dormir chez maman et puis voilà, et puis je vais me démerder, je vais retomber sur mes pattes et puis je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Quand t'es avocat pénaliste et que tu te merdes, c'est quelqu'un d'autre qui prend quoi. Ouais. Donc c'est un peu différent. Ça t'est déjà arrivé de te merder? Ouais. Ouais, mais enfin t'as deux trucs déjà. Enfin, tu sais, t'as toujours le syndrome de l'imposteur un peu quand tu commences un job. T'as l'impression que t'es pas legit, que t'as pas de voilà, que t'es pas légitime à faire ce que tu fais. Donc ce truc-là, je pense que tu l'as tout le temps. Je pense que tout le monde l'a. Je pense que dans des métiers comme celui que je pratiquais, c'est encore plus stressant. Ça ajoute énormément d'angoisse parce que t'as peur de faire une connerie, de pas avoir un truc de procédure, de pas avoir le bon texte, etc. Donc ouais, et puis ouais. Parce que t'as un peu la vie des gens dans la balance. Bah ouais. Ouais, alors moins qu'un chirurgien cardiovasculaire, mais Ouais. mais quand même. Enfin, et après, non, il y a aussi des trucs. Il y a aussi des trucs où j'ai pas fait de conneries, mais où ça s'est mal passé à cause du client ou des choses comme ça, et où tu rentres chez toi, tu te refais le film et c'est horrible parce que parce que le mec il est parti en tôle juste parce qu'il était trop con et que toi t'as pas pu voir le truc venir. Comment ça, il était trop con? Tu veux dire qu'il y a des gens qui écoutent pas les conseils, des choses comme ça? Ouais, bah tu sais le genre en comparaison immédiate, t'as le mec qui est là pour avoir battu sa femme, qui te soutient mordicus qu'il a rien fait, que c'est injuste, etc. Et toi t'es là, tu expliques que t'es son avocat, qu'il y a pas de souci, qu'il faut qu'il soit honnête avec toi, que c'est le principe de l'entretien d'avocat. Puis lui il est là, il te jure sur tous les 5 qu'il a rien fait, que pour une fois il a pas tapé sa femme. Donc il y a... ouais. Et donc toi tu finis par le croire, ou en tout cas t'as pas vraiment de choix. Et puis après quand il se fait interroger par le juge pendant l'audience, il sort un truc du style non mais ça va, je vais juste mis 2-3 beignes, tu vois. Ouais. Je fais bon bah mec, je peux rien faire pour toi. Et ça arrive beaucoup, des choses comme Moi ça? ça m'arrivait pas mal, ouais. Ouais, et notamment une histoire avec un couple qui était accusé enfin non, je vais pas raconter toutes les stories, mais Si, carrément, ouais. raconte. Ouais. accusé de taper Et parle dans le micro. pardon, qui était accusé de taper leur bébé. Donc c'est un bébé de plusieurs semaines et qui est arrivé aux urgences avec des petits bleus et donc il y a eu un signalement. C'est des parents qui étaient plutôt CSP+, pas spécialement chez père ou enfin et donc on a préparé l'audience pendant super longtemps et donc le bébé avait des bleus, etc. Donc ils étaient accusés d'avoir maltraité leur enfant, leur bébé. Et puis on a fait pas mal d'entretiens au cabinet pour préparer l'audience. Et le jour de l'audience, on avait vraiment vachement bossé, hein. On avait fait une dizaine de rendez-vous. Enfin, vraiment, on avait vachement bossé parce qu'ils étaient assez... Excuse-moi. J'ai arrêté de fumer, donc du coup, ils étaient assez stressés. Donc on leur posait des questions, on les préparait un peu, etc. Et puis le jour de l'audience, le président interroge mon client. Donc toi, tes clients, c'était les parents? Ouais, okay. le mari. D'accord. La femme avait un autre avocat. Et en gros, il lui dit, bah, qu'est-ce que vous faites avec votre enfant? Et mon client lui répond, bah, rien de spécial. Enfin, je joue avec mon enfant comme n'importe quel père joue avec son enfant, quoi. Et là, le juge, la juge lui dit oui, mais je sais pas, donnez-moi des exemples de jeux que vous faites avec votre enfant. Je sais pas, le président, c'est des jeux comme des jeux, enfin comme n'importe quel père avec son enfant. Non, mais donnez-moi un exemple. Et là, elle a dit, bah, je sais pas, par exemple, en fait, faut que tu vois le truc. Toi, t'es assis devant ton client, tu vois. Et il dit, je sais pas, moi, par exemple, je le prenais, je le soulevais par les oreilles. Je le balançais un peu et je le faisais tomber sur un oreiller. Tu fais, putain. Mais où est-ce que t'as vu que les gens faisaient ça avec leurs enfants? Et donc t'es là, tu vois ton client qui vient de dire qu'il faisait la balançoire avec son enfant en le portant par les oreilles. Ouais. T'as déjà soulevé par les oreilles?
Non, fait mal, hein. j'ai pas envie. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé, ça fait mal. Et tu vois, qu'il nous faisait tomber sur des coussins, t'es là, tu dis, mec, mais pourquoi? Enfin, on s'est vu 10 fois, sérieusement. On s'est vu 10 fois, tu m'as jamais raconté ce truc-là. Donc ouais. Donc là, t'as l'air con quand même. Tu vois, t'as l'air con, donc donc tu fais ce que tu peux pour sauver les meubles. Attraper le truc, ouais. Et c'est compliqué non de sauver les meubles une fois qu'il y a eu ça. Ouais, c'était compliqué. Là, je me rappelle. Après, il y avait des options. Hein. J'avais plaidé un autre truc. mais ouais, c'est compliqué. Ouais. Ok. Et du coup, c'est quoi en fait le kit parce que tu dis que ces gens, par exemple, quand tu les avais en client, mais il y avait des fois où ils te mentaient, et des fois où ils disaient pas les bonnes choses. Et c'est quoi le kit du débutant qui va passer en audience? Ou mettons que moi, je dois te prendre comme avocat. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut que je sache en fait? Ou tu vois? Bah déjà, le premier conseil, c'est de pas me prendre comme avocat. Ok. Parce que maintenant parce que maintenant t'apprends aux gens à coder. Je suis plus avocat. Bah non, ouais, idéalement si tu connais un avocat, enfin ça dépend pourquoi tu passes en audience, mais ouais, si tu connais un bon avocat, tu gardes son numéro de téléphone dans ton portable, c'est lui que tu fais appeler, et puis c'est avec lui que tu parleras tout ça, c'est lui qui t'expliquera ce que tu dois faire. Enfin, c'est le rôle de l'avocat de te conseiller là-dessus. Et j'avais lu, tu m'arrêtes si je me trompe, et on digresse peut-être complètement, mais j'ai lu que quand t'étais en garde à vue, t'as un droit au silence. C'est-à-dire que t'as vraiment le droit de rien dire, quoi, du tout. Ouais. 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 Bah. Parce que moi, j'ai jamais été en garde à vue, mais j'ai plein de potes qui ont été, et qui prennent la pression pendant plusieurs heures, tu vois, pour dire des trucs, et tu finis toujours par dire un truc, en fait. Ouais. Mais en fait, ce que j'ai appris, c'est que donc t'avais vraiment un droit au silence complet, quoi. Bien sûr. Mais c'est un truc qu'on sait pas forcément, ça. En fait, il doit peut-être y avoir un petit cours mais normalement, on te notifie du parfait larron. On te notifie tes droits. Après, je sais pas si on te notifie ce droit-là. Il me semblait que, putain, ça date, hein, t'es dur, là. Il me semblait que ça faisait partie des droits qu'on te notifiait pas, justement. Dans le temps, parce qu'en fait, quand tu rentres, genre, en garde à vue et tout, on te notifie tes droits. Et, il me semble que ça, c'est, justement, il y avait un truc là-dessus sur le fait que ça, on te le disait pas. Ça, c'est pas dans les séries américaines. Vous avez le droit de garder le silence. Non, mais on donne, putain, je me rappelle plus, ça fait longtemps, mais on t'explique que t'as le droit d'appeler un avocat, on t'explique tout ça, quoi. Que tu peux appeler un proche, que tu peux faire le 50-50, l'avis du public. Quand tu faisais ça, tu me dis que t'avais déjà commencé à entreprendre des petits trucs pendant cette période-là. Ouais. Tu bossais sur quel genre de trucs? Quand t'étais petit, tu faisais t'avais un côté entrepreneur aussi? Pas vraiment. Enfin si, on est allé vendre du muguet. Pour le non, pas vraiment, mais non, ouais, quand j'étais avocat, j'ai lancé pas mal de petites on a bossé sur pas mal de projets, franchement il y avait beaucoup de trucs bien ratés, hein. Enfin, on a tout foiré évidemment, mais pourquoi t'avais envie à cette époque-là de bosser sur des projets? C'était enfin, tu te disais que ta carrière c'était un truc temporaire et que t'allais monter un truc, ou en fait, moi, je me suis toujours laissé un peu tenter par le moment. En fait, j'ai pas trop de, tu vois, il y a un truc qui est intéressant, par exemple, sur le fait que j'étais avocat et que maintenant, je suis entrepreneur. C'est que, enfin, tu connais ce truc de cases. On essaie de foutre les gens dans des cases. Oui, dans des carrières, dans des chemins, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est assez marrant et ce qui est assez drôle, c'est que, tu vois, typiquement, à chaque fois que je parle du fait que j'étais avocat avant, sinon je parle pas trop d'ailleurs, les gens, tu sais, te demandent toujours, tu vois, mais ça te plaisait pas, tu vois. Comme si, en fait, vraiment comme si tu vois, j'avais arrêté d'être avocat parce que ça me plaisait plus, tu vois. Comme si, en fait, il fallait vraiment avoir quitté une case pour en rejoindre une autre. Et je pense que tu peux rejoindre une case sans avoir forcément envie de quitter la précédente. Et c'est juste que sur le moment précis, cette opportunité, elle te tente plus que l'autre, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est nouveau, et puis t'as envie d'aller vers ça, et puis tu te laisses tenter. Mais je pense, enfin, il y avait pas de ras-le-bol dans ce que je faisais quand j'étais avocat. Je passais le concours de la conférence sur le truc, c'était hyper marrant. Ça me plaisait vachement. D'ailleurs, j'avais prévu de le repasser, mais entre temps, le vaguement commençait à marcher, donc je l'ai pas fait. Donc en plus, ce que tu dis, c'est logique, parce que quand le fait de faire un choix de carrière hyper fort quand t'es hyper jeune, c'est un peu une aberration. Dans le sens où tu vois, tu choisis que tu vas faire du droit quand t'as 17-18 ans, et tu fais des études de droit et tu commences à bosser là-dedans. De croire que toute ta vie, ce qui t'a intéressé quand t'avais 18-19 ans à fond va être le truc qui t'intéresse le plus, c'est une hypothèse un peu fragile, quoi, je pense. Moi, j'ai jamais cru
J'ai jamais cru ça. Enfin, ça me paraît impossible. Ouais. Enfin, ça me paraît impossible mais au même titre que ça me paraît, tu vois, extrêmement bizarre d'imaginer que je vais passer 20 ans au wagon, tu vois. Enfin, c'est vraiment, je sais pas, ça me fait penser à ces vieilles boîtes de grand-papa, tu vois, où on fabrique des lunettes de toilette depuis 50 ans. Je sais pas, tu vois. Enfin, il y a un truc déjà quand même quand tu lances une boîte, il y a un moment où t'es de moins en moins entrepreneur et de plus en plus gestionnaire. Donc ça c'est un peu chiant la gestion. Donc déjà il y a un moment où on va dire cette envie que t'avais au début va forcément s'estomper un peu parce que ce qui te tente c'est d'entreprendre, c'est de développer. Et puis après je pense pas que ce soit très sain pour la plasticité neuronale et enfin de faire le même truc toute sa vie. Je pense que c'est assez mauvais. Ouais, en plus alors là je suis dans l'hypothèse mais j'ai l'impression que la vie va passer beaucoup plus vite si t'es en train de faire toujours la même chose, tu vois. Genre moi je me souviens j'avais eu un stage une fois une des rares fois où j'ai bossé dans ma vie, un stage en compta à Levallois et c'était l'enfer. C'était première expérience de travail absolument ratée et donc il m'avait dit c'était le mois d'août comme maintenant et il m'avait dit en fait il y a rien à faire. Donc en fait si tu veux soit t'as plein de factures là tu les mets dans des enveloppes et on plie les enveloppes, soit tu fais rien de la journée. Donc je m'étais pris de passion pour mettre des trucs dans des enveloppes. Et en fait c'était passé hyper vite parce que j'étais devenu hyper fort en pliage d'enveloppes et en process quoi. Et je me dis putain j'aurais tellement pu faire ça. Il y avait un mec à côté de moi qui s'appelait Gérard qui faisait de la compta depuis 20 ans dans la même boîte, 25 ans. Et le mec je lui ai fait ça fait combien de temps que t'es là? Il m'avait fait putain mais ça fait 25 ans en fait, c'est pas hyper vite. Et quand il m'avait dit ça, mon cœur s'était brisé. Je m'étais dit oh merde. Et je me suis dit c'est pas possible parce que moi je me voyais vraiment en fait. Tu t'assieds, tu viens, tu fais ta compta, tu repars le soir et tu peux vraiment faire ça pendant 25 ans et jamais te dire, jamais vraiment te poser la question quoi. En tout cas, là, le mec dont tu viens de parler, j'ai l'impression qu'il s'est posé la question au bout de la 25e année. Ouais, quand je suis arrivé. C'est un peu inquiétant. Mais ouais. Après, enfin, nous en vrai, on a la chance de pouvoir faire des boulots qui nous plaisent et tout. T'as quand même une très grosse partie, tu vois, de la population. Il y a des gens qui font des boulots alimentaires ou, enfin, tu vois, qui leur plaisent pas forcément, mais ils ont pas vraiment le choix. Après, enfin, je pense que t'as toujours un peu le choix d'une certaine façon, mais globalement, il y a beaucoup de gens qui ont pas des masses le choix et qui font des boulots alimentaires et ils vont pas se poser cette question-là. Nous, déjà, enfin, faut avoir conscience qu'on a ce luxe-là de pouvoir réfléchir à ça et de pouvoir se poser cette question du sens de ce qu'on fait. C'est un truc c'est une question que tu te poses, toi, le sens de ce que tu fais? Ah bah oui, clairement. Ouais. Bah, tu vois, typiquement, avant tu te la posais quand tu bossais des gens? Ouais. Bah, moi, je sais que je me la suis, enfin, c'est une anecdote débile, mais, j'étais en M&A, dans un cabinet qui s'appelait Salence. Enfin, c'était en fusion et acquisition. Ouais, exactement, fusion et acquisition. À l'époque où j'étais à l'école du barreau. Et je me rappelle, c'était vraiment, il y avait rien, il y avait pas de taf. Il y avait vraiment pas de taf. Le cabinet fusion acquisition, si tu veux, enfin, je sais pas, pour comprendre, c'est un truc qui fait des gros OP. Donc là, on était en pleine période de crise. C'était vers 2008, c'est ça? Ouais, tu vois, enfin, il y avait vraiment rien, quoi. Il y avait vraiment rien. C'était pas 2008, c'était après, c'était en 2000, quoique. C'était il y a, 10 ans. 2007. Ouais. Ok. Et ouais, 8 ans, je sais plus, on s'en fout. Et du coup, ouais, et donc il y avait rien, vraiment rien. C'est pareil, c'était genre on est en hiver. Enfin, il y avait vraiment que dalle, il y avait pas de deal. En fait, et le principe, en fait, c'est de ces départements, ils font des très gros deals, donc ils ramènent plein de cash au cabinet. Mais ils ont des périodes de creux parce que c'est des très gros deals. Donc t'as des périodes très intenses pendant un moment et puis après il y a des périodes un peu de creux. Et moi j'étais stagiaire et il y avait un mec, j'étais dans le cabinet d'un collaborateur senior. Et je me rappelle, il faisait nuit. Et le mec, en fait, le mec faisait rien. Enfin, il y avait rien à faire. Donc, moi, je le savais qu'il y avait rien à faire parce que vraiment, je passais mes journées à demander si je pouvais faire un truc. J'aidais les autres départements, tu vois. Je faisais du droit de l'immobilier, je faisais des trucs comme ça. Parce que je me faisais chier. Et le mec en face, il faisait rien. Vraiment, il faisait rien. Mais, c'était quand même un cabinet où il fallait finir à 22h, sinon tu te prenais une remarque. Et moi, je me rappelle que, dès que la nuit tombait, lui, il était assis dos à la fenêtre. Dès que la nuit tombait, je voyais qu'il jouait à des jeux flash, tu vois, les jeux de motocross, trucs comme ça, tu vois, genre sur son ordi, tu vois. Et du coup, alors peut-être qu'il était bon, peut-être que c'était ça le sens de sa vie, c'était d'être bon tu vois, d'avoir le record du monde de motocross en jeu flash. Mais je me rappelle que ça m'avait affolé parce que le mec, en fait, ça le dérangeait pas, si tu veux,
de rester assis sur une chaise de 19h à 22h à jouer à des jeux flash, alors qu'en fait, il aurait très bien pu se barrer à 19h pour aller voir ses amis, sa femme, ses enfants, je sais pas. Comment t'expliques cette différence? Parce que moi, c'est une question que je me pose aussi beaucoup et comme j'ai pas envie d'émettre de jugement, tu vois, sur comment sont les gens, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de fois, moi, je suis incapable de rester dans un endroit où j'ai l'impression que ça sert à rien ce que je fais ou que je sers à rien. Pour la petite histoire, j'ai travaillé 2 jours chez Marc Dorcel. Via une sorte de stage. C'était l'enfer. Je m'attendais à un truc marrant. Ah ouais. Et en fait, je m'étais retrouvé à faire un benchmark des sites de cul du monde entier. Et donc, en fait, ça fait du boulot, ça. Ouais, il y a du taf. Et donc, en fait, j'avais fait ça. À l'époque, je voulais monter une boîte avec un pote. Et je me souviens que j'avais commencé à faire ça et je regardais des sites de cul en fait, et j'étais là, au début c'était marrant, c'est marrant mon boulot, je regardais des sites de cul, j'envoyais des screenshots à mes potes. Au bout d'1 heure, t'as l'impression de regarder des sites où ils vendent des yaourts, et au bout de 2 heures, t'as l'impression vraiment, enfin, ça n'a plus aucun intérêt. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Ça sert à rien, et vraiment, ça servait à rien, parce que j'allais faire une petite étude, aller la filer à mon boss, il allait jamais la lire, et tout le monde allait être content, tu vois. Et j'étais avec un co-stagiaire qui, lui, se disait, c'est pas grave, tu vois. Ça sert à rien, mais c'est pas grave, on va le faire à quelques mois et après on va faire autre chose. Et moi j'arrivais pas à comprendre ça, tu vois. Mais t'as fait des petits jobs, des petits jobs. Un peu, pas trop. Genre serveur. Non, pas trop. Non. Je suis quand même assez privilégié. Ouais, moi j'en ai fait pas mal quand j'étais à la fac et ça t'aide pas mal à voir le truc différemment. Mais moi je me rappelle, il y avait un mec notamment, tu sais, je bossais au départ Saint-Michel, c'est un. Non mais attends, mais là on n'était pas payé, hein. C'est ça que je veux dire en fait, c'est qu'il y avait pas on n'attendait pas un salaire, c'était 0 le salaire. Ah ouais. C'était vraiment, on nous avait mis là parce qu'il fallait nous mettre là, tu vois. Mais du coup, pourquoi tu l'as fait? Parce qu'on était obligé de le faire. Par HEC. Ah ok, d'accord. Tu vois. Ouais, mais bon, c'est hyper provisoire. Si on te dit tu vas faire ça pendant le restant de tes jours sans être payé, tu le ferais pas. Non, mais je te disais, c'est pour illustrer le fait que genre à l'extrême, j'arrive pas à me dire ce que je fais sert à rien, tu vois, et où ce que je fais est pas utile, ou ça me sert pas, tu vois. Et ça sert toujours. Il y a pas vraiment de job inutile. Enfin, t'as un exemple de job inutile. Moi, je me rappelle que j'avais cherché, j'ai jamais trouvé un vrai job inutile. Désolé, je suis un peu l'intervieweur là, mais non, mais en vrai, je me suis intéressant. déjà posé la question. Par exemple, je pense que le job où je pliais des enveloppes, c'était vraiment pas très utile, tu vois. tu pliais des enveloppes pour quoi faire? Je pliais des lettres et je les mettais dans des enveloppes, tu vois. Bah si, c'est pour envoyer le courrier. Enfin, c'est utile. Ouais. Si, c'est utile. C'est une utilité qui est d'envoyer le courrier, tu vois. Ouais. Non, je pense pas qu'il y ait des jobs pas utiles. Il y a des jobs cons, il y a des jobs abrutissants, il y en a plein, mais des jobs inutiles, je suis pas sûr. Je pense qu'on a poussé le vice jusqu'à créer des jobs totalement abrutissants. Je pense pas qu'on ait poussé le vice jusqu'à créer des jobs totalement abrutissants et totalement inutiles. Mais par exemple dans les journées que passait ton collègue en M&A. Ouais, pour le coup, lui en fait vraiment rien. Mais lui, tu vois, c'est marrant parce que je pense que c'est un. Donc tu vois, comme je te disais, c'est un mec, le mec qui était avocat, collaborateur, parisien, CSP+. Enfin, tu vois, là on est clairement dans un mec qui aurait eu le choix en fait. Et en fait, moi j'ai une théorie sur ces gars-là, c'est qu'ils ont une sorte de je sais pas comment. En fait, ils se sont pris en otage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un syndrome de Stockholm auto-centré. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont eux-mêmes pris en otage. Tu vois. C'est-à-dire qu'ils avaient cette image d'eux-mêmes avocats, ou cette image d'eux-mêmes traders, ou cette image d'eux-mêmes, tu vois. Et en fait, ils se sont eux-mêmes pris en otage et ils sont tombés, tu vois, amoureux de leur otage. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Une espèce de syndrome de Stockholm tout seul. Il fallait que je fasse ça et maintenant je le fais et même si ça me convient pas, je reste dans l'image que ça renvoie comme image de moi, etc. Tu vois, j'aime mon propre, j'aime mon kidnappeur. Tu vois, je me suis auto-kidnappé. Tu vois. Et je me suis auto-kidnappé et je m'auto-aime et tu vois. Il y a vraiment une espèce de, tu vois, t'aimes celui qui t'a kidnappé et en l'occurrence celui qui t'a kidnappé, c'est toi tout seul. Tu vois, c'est toi via les images que t'avais de ce que tu voulais être, de ce que tu voulais renvoyer comme image à la société, etc. Toi, il y avait un truc que tu voulais être en grandissant? Pas spécialement. Enfin, j'ai jamais vraiment voulu être genre, tu sais, astronaute ou des trucs comme ça. Ouais. Non. Parce que tu vois, peut-être que j'étais pas très imaginatif. Je sais pas,
il y a pas besoin, tu vois, par exemple, il y a beaucoup de gens qui veulent travailler en conseil, qui veulent travailler en banque, qui veulent travailler dans ce genre de choses. Ouais. Et quand ils y travaillent, s'y retrouvent pas forcément. Mais c'est bien que ils se sont construits la volonté, en tout cas une image qui a fait qu'ils ont voulu bosser là-dedans, tu vois, un peu comme le type qui était avec toi, Ouais. potentiellement. Et toi, il y avait pas de truc comme ça pour toi? Moi, il y avait le seul truc que j'ai toujours voulu, c'est d'être au maximum libre. Ah bah, ce cabinet d'avocat, c'était pas le plus. Non, mais tu vois, enfin, j'ai 2 parents médecins, enfin, qui sont profession libérale. Enfin, je sais que moi, enfin, tu vois, j'ai voulu être avocat aussi pour cette raison-là, parce que c'était une profession qui te permettait d'être en libéral, d'être autonome, etc. Et je sais enfin, tu vois, ma motivation fondamentale, centrale depuis quasiment toujours, c'est ça, c'est d'être libre et de faire un peu ce que je veux. Et en fait, c'est ce que je fais aujourd'hui. Là, c'est ce que tu fais actuellement, ouais. Alors, et comment ça s'est fait, du coup, la transition? Tu dis que t'as pas besoin de pas aimer ce que tu fais pour commencer un nouveau truc, mais le fait est qu'à un moment, t'as lâché le truc pour commencer le wagon. En fait, j'ai fait les 2 en même temps pendant un moment. Pendant plusieurs mois, je faisais des gardes à vue et tout la nuit. Et puis en journée, je faisais les rendez-vous pour le wagon. Et ça se passait comment physiquement? C'était fatigant. C'était assez fatigant. Parce qu'en plus, c'est un peu foireux les gardes à vue, parce que t'es de garde pendant 24 heures. Donc on peut t'appeler pendant 24 heures. Et puis après, elles peuvent être reconduites. Donc on peut te rappeler, tu vois, la nuit suivante, etc. Enfin, c'est assez dur. Et puis en général, c'est plutôt la nuit. Enfin, en tout cas, on m'appelait souvent la nuit, donc bah, t'y allais à. Et puis même quand on t'appelle en journée, enfin après quand on t'appelle en journée, c'est compliqué de dire vous me le gardez sous. Vous me le gardez sous. Le mec, il est quand même en tôle dans un commissariat. Tu vois. Il a la minute près un peu, tu vois. Ouais. Enfin, il l'est pas techniquement, mais bon, psychologiquement ou philosophiquement, on peut considérer qu'il l'est. C'était une manière de pas prendre trop de risques d'un coup, de garder le job en même temps que tu montais la boîte. Bah non, c'était une manière de gagner. Ouais, non, mais c'est ça que je veux dire. Non, parce Ouais. que tu sais, il y a tout le storytelling. J'arrête tout, je monte une boîte, tu vois. Ouais. Et je pense que ça, c'est mon avis, mais je pense que c'est assez dangereux et que finalement tu sais, il y a toujours le côté l'entrepreneuriat, c'est prendre des risques, tu vois. Ouais. Et en fait, je suis pas sûr. C'est peut-être que c'est un peu manager les risques parce que c'est déjà assez risqué Ouais. comme projet en Bah, soi. Moi, je pense que tu peux difficilement. Attends, j'en ai bien repris une petite. Je pense que non, c'est pas. Vas-y. Sinon, on peut mettre pause et monter. Je sais pas si. Ouais, on peut, ouais. On peut. Tu vas galérer pour monter après. Tu veux. Non, c'est bon, laisse tomber. Sur les risques, je pense que moi, je suis pas fan de dire à un mec qui a pas de parents, 0 balle en poche et aucun diplôme. De se lancer, tu vois. Je pense qu'il faut que tu puisses, faut que t'aies un tapis, tu vois, que tu puisses rester dormir chez papa maman, ou que t'aies le chômage, ou que t'aies un peu d'épargne, ou que, enfin, tu vois, mais en gros, je pense que, enfin, si t'as un tapis d'1 an, 2 ans, c'est quand même bien. Après encore une fois, enfin, moi, je pense que chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais moi en vrai c'était pas non plus optimum. J'ai fait ça pendant 6-7 mois. J'étais un peu cramé parce que j'avais pas de chômage, etc. Parce que quand t'es avocat, t'es profession libérale, donc il y avait pas encore de chômage, il y avait pas encore Macron, etc. Donc j'avais pas le choix. Donc clairement, si j'avais eu le chômage, j'aurais complètement arrêté. Si j'avais touché le chômage, mais c'était quand même pas optimum. En vrai, tu vois, en net, je devais gagner 800 balles par mois, un truc comme ça. Donc c'est pas fou pour vivre à Paris. Ouais, non. C'est pas dingue. Et donc c'était pas très raisonnable. Et heureusement que ça s'est passé. Je pense que j'aurais pas tenu 3-4 mois en plus. Et c'était une période stressante ou enthousiasmante ou Les deux. Ouais. Ouais. C'était une période qui était flippante ou pas du tout? Bah en fait t'as pas vraiment le temps de flipper parce que tu sais en fait un projet qui commence à marcher il va enfin après c'est ma vision mais il va te distiller des petites touches des petits shots de bonheur, tu vois, de manière assez régulière. C'est pas continu mais c'est quand même un peu tous les jours, un peu tous les 2 jours et tout qui vont te rebooster, tu vois, je sais pas, même pour le podcast, j'imagine que tu reçois des messages, Ouais. tu vois, et en fait c'est assez régulier, etc. Et ça te rebooste et tu vois ou ton premier client, ton deuxième client quand tu lances le wagon, des trucs comme ça. Et en fait ça te booste tellement que le stress après je suis pas d'un naturel hyper stressé. Ouais. Et comment c'était quoi ta relation en fait au code quand vous avez commencé, parce que j'imagine que c'était un sujet un peu avec lequel t'étais pas tellement familier.
Du tout, j'étais pas du tout familier. Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, ok, je me lance sur ce projet, c'est bien? Alors plusieurs trucs. Déjà le fait que j'avais, comme je te le disais tout à l'heure, bossé sur pas mal de trucs avant et que j'avais jamais la main sur les outils, etc. Typiquement, tu vois, on avait bossé sur un projet qui s'appelait Mupis, qui était un réseau social de musiciens qu'on avait lancé avec des potes. Il y avait quand même 100 000 inscrits, donc c'était pas petit, c'était pas mal. C'était pas monétisable en revanche. Et là c'était compliqué. Je savais pas coder, donc c'était le développeur qui faisait tout. Enfin, moi, ça me rendait fou de pas avoir la main dessus. Et en fait, c'est une frustration que j'avais à chaque fois que tu vois, c'est je vais y arriver. Une frustration que j'avais à chaque fois que je lançais un nouveau projet. Et donc, la frustration, je la comprenais. Je pense que c'était la frustration de pas mal de gens de mon âge, aussi, ou enfin de ma génération. Donc ça, je le comprenais aussi. Et puis une fois que j'ai commencé à comprendre comment ça marchait, je trouvais ça assez stimulant, assez sympa, et là pour le coup je m'y suis mis vachement plus. Du coup, t'étais quand même en train de, si on peut dire, régler un problème que t'avais. Le côté où t'avais déjà vécu le fait de la frustration de pas savoir coder, de pas savoir développer ton truc. Ouais. Clairement, ouais. C'était pas vraiment un problème que j'avais parce que tu vois, je survivais très bien sans savoir coder, mais ouais, une frustration et c'était plus un plus que j'avais pas, tu vois. Et depuis d'ailleurs, t'as appris à coder. Ouais. Mais j'ai désappris aussi. T'as désappris à coder. Parce que tu vois, moi c'est un truc sur lequel je me prenais beaucoup la tête il y a quelques années. Avant de faire le wagon, je me disais, j'avais envie de monter des trucs et je me disais en fait, si tu sais pas coder, tu peux rien monter. Il faut absolument que tu apprennes à coder. C'était hyper central dans ma tête. Et donc j'ai appris à coder ici et je me rends compte maintenant qu'en fait, tous les trucs que j'ai lancés et qui ont un peu marché, c'était jamais parce que je savais coder, tu vois. C'était le code. Je dirais que ce que j'ai le plus gardé du wagon, c'est le fait de me dire maintenant, bah en fait, si je peux apprendre à coder, je peux un peu apprendre n'importe quoi d'autre, quoi, tu vois. Il suffit de s'y mettre et d'apprendre, et en fait, il y a tout qui peut rentrer. Et je pense que ça m'avait surtout aidé à l'époque à un peu dépasser la croyance limitante de je suis pas ingénieur, je peux pas coder, ce genre de choses, tu vois. Ouais. Et tu vois, je sais pas si t'es d'accord, mais j'ai l'impression que le code en lui-même, je sais pas si c'est le truc le plus important, parce qu'il y a pas, dans les gens que vous formez, il y a pas que des développeurs ensuite, quoi. Alors le code, ouais, t'as plusieurs trucs. Déjà le mindset qui est derrière, c'est-à-dire qui est derrière la programmation. Enfin, il y a quand même pas mal de trucs, tu vois, que t'apprends que tu découvres quand t'apprends à coder et enfin, tu vois, tu découvres ce que c'est que vraiment collaborer, tu découvres, enfin, tu vois, un certain nombre de logiques, etc., qui sont quand même utiles, des façons de travailler. Je sais pas, même le refactoring, ce genre de trucs, tu vois, c'est utile. Des process, enfin, tu vois, donc il y a quand même pas mal de logiques qui sont utiles au quotidien, en dehors du code. Et au-delà de ça, en tout cas, c'est un truc que je vois effectivement beaucoup chez les élèves du wagon qui finissent le wagon. C'est ce que tu dis, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un effet assez libérateur, c'est une catharsis, quoi. C'est pas du tout le bon terme. Tu l'as dit vachement mieux que moi. Ils ont dépassé la croyance limitante. Exactement. Et je pique l'expression à un auditeur qui m'a dit ça une fois. Ah ouais? Non, mais c'est exactement ça. Hein. En vrai, le code, c'est encore l'histoire des cases du truc. Ouais. Dont tu parlais tout à l'heure, c'est le côté. Moi, je pense que ce que me disait vraiment, c'est je suis pas ingénieur. Tu vois, je suis pas ingénieur, du coup, je suis pas légitime à ni coder ni monter des startups. Tu vois. Ouais. Et en fait, c'est ce que j'avais trouvé de bien, c'est que ça détruit un peu ces cases. Ça dit, en fait, si, regarde, si tu passes 9 semaines assis et que tu codes toute la journée, à la fin, tu sais un peu coder, quoi. Bah, ça rejoint un peu de trucs dont je te parle, c'est-à-dire détruire des cases et puis l'autonomie, quoi, la liberté. Le côté casse, t'as raison. Typiquement, nous, on n'est pas trop, tu vois, la majorité des bootcamps partout dans le monde, le discours, c'est vraiment deviens développeur web, quoi. Ou c'est changer de vie. Ouais, tu vois, ce truc devient développeur web, moi ça me fait pas rêver. Ouais, non plus. Alors ça fait sûrement rêver des gens qui se disent que justement, bah on parlait tout à l'heure par exemple des gens qui font un job alimentaire qui peuvent se dire par exemple bah ouais, je vais devenir développeur web, c'est un meilleur chemin. C'est vrai, ça peut être un bon use case, mais nous ça nous parle moins le côté deviens développeur web. Justement, tu vois, c'est ça, il y a ce côté tu reproduis les cases, tu remets les gens dans des cases.
on préfère le côté change un peu de vie, libère-toi, fais ce que t'as envie de faire. Donc en fait, c'est une manière que vous avez trouvé de permettre aux gens d'explorer un peu leur potentiel créatif, en fait. Ouais. Dans un truc où il y a besoin d'avoir des compétences techniques quand même. Et je réfléchissais, tu sais, on parlait tout à l'heure de votre verticale. Mais en fait, le wagon, c'est un peu une école de créativité dans un sens. Et j'avais non, mais arrête-moi, hein, je pars peut-être complètement, mais je me disais en fait, ce serait complètement applicable à faire de la photo ou à faire de la peinture, tu vois, ou à du dessin ou ce genre de choses en fait, qui demandent quand même des compétences techniques à chaque fois. Le format ou Ouais, le format bootcamp, qui demande des compétences techniques, mais qui sont qui permettent de développer son potentiel créatif en fait. Mais d'ailleurs, c'est ce que tu dis, non, apporter un bagage technique aux esprits créatifs. Ouais. Bah en fait, t'as un truc quand même qui est que on fait de la programmation. En fait, le truc aussi qui paraît un peu con, mais c'est quand même, tu vois, tu prends le permis de conduire. Globalement, aujourd'hui, c'est compliqué de pas avoir le permis de conduire. Enfin, je connais plein de gens qui l'ont pas, mais tu vois, la voiture, ça a été un des grands outils, tu vois, du siècle dernier. Voilà, et avoir le permis de conduire, c'était impératif pour travailler, voilà. Bah, en fait, aujourd'hui, Internet, c'est un peu ça, tu vois, c'est un peu la nouvelle voiture. Savoir coder, c'est savoir utiliser Internet. Et en fait, c'est l'outil le plus utilisé partout dans le monde. C'est un outil, quelque part. Enfin, c'est ni plus ni moins qu'un outil, sauf que c'est l'outil le plus puissant qu'on ait aujourd'hui à disposition parce qu'il permet de réserver des voitures, des hôtels, de s'informer, de communiquer. Enfin, voilà. Mais en gros, aujourd'hui, savoir coder, c'est juste. Enfin, pour moi, ça se rapproche un peu du permis de conduire, tu vois, du siècle dernier. C'est-à-dire, t'as le permis d'utiliser l'outil le plus important de la planète. Ouais, mais alors à ce niveau-là, est-ce qu'il n'y a pas une différence? C'est que je parlais à un ami la dernière fois qui me disait, moi, j'ai pas besoin de comprendre comment on code, parce que j'utilise juste Internet. Et pour la voiture, c'est un peu pareil, tu l'utilises, mais t'as pas besoin de savoir comment la mécanique fonctionne à l'intérieur, tu vois. Ouais. Par exemple, apprendre à utiliser Internet. Le code, c'est plus pour apprendre à créer Internet, non, dans un sens. Bah ouais. Mais du coup, si t'es à notre époque, t'as plus besoin de savoir l'utiliser que de savoir le créer, non? Non, mais alors, tout le monde sait utiliser. Enfin, ouais, non, mais voilà. Mais justement, tu dis. Oui, mais voilà. Mais tout le monde sait pas conduire une voiture. Ce que je veux dire, c'est que le tu fous n'importe qui devant Internet. Enfin, effectivement, si c'est écrire et, tu vois, oui, il pourra l'utiliser. C'est pas compliqué. Ok. Ouais. Mais utiliser une souris, tu vois, c'est pas compliqué. Non, mais je voulais dire ça dans le sens, est-ce que tout le monde, du coup, doit apprendre à coder, tu vois? Est-ce que c'est complètement nécessaire pour tout le monde d'apprendre à coder quand, en fait, la plupart des gens peuvent juste l'utiliser bêtement sans savoir comment ça fonctionne? Bah, je pense que, alors, si tu veux l'utiliser vraiment, comme un spectateur, oui. Effectivement, t'as besoin de savoir coder. Après, si tu veux l'utiliser justement en créatif, en entrepreneur, tu vois, enfin, on va dire en profil actif, oui, c'est obligé de savoir coder. Enfin, pour moi, ça me paraît hyper important. Ouais. Et toi, tu vois, ce que je veux dire, c'est que t'as monté une boîte avec le wagon. Finalement, le code, ça t'a servi à aucun moment, tu vois. En fait, je dis ça, je me fais juste un peu l'avocat du diable. Le code, ça me sert, ça me sert tous les jours parce que typiquement, tu vois, on a ouvert 23 villes en tout. C'est aussi parce qu'on a mis en place plein de process, plein d'outils internes, etc. que les gens voient pas. Enfin, parce que bon, il y a les outils pour les élèves, il y a aussi les outils pour les drivers, pour l'équipe, etc., les profs. Mais tout ça, si tu veux, enfin, on a un CTO qui est hyper bon, Seb, enfin, qui est top. Donc sans ces outils-là, on serait pas passé de 1 wagon à 23 wagons en 3 ans, en gardant la même qualité. Donc ces outils, il a fallu les construire. C'est pas moi qui les ai créés, c'est Seb évidemment. Mais au quotidien, si tu veux, on a des besoins. On a quand même une roadmap, produit, enfin des trucs comme ça. Et en fait, si je les comprends pas, je vais demander n'importe quoi, tu vois. Je vais demander n'importe quoi à mon dev, à mon CTO. Ouais, c'est ça, c'est plus de savoir parler le même langage qu'eux, en fait. C'est savoir parler le même langage, oui, mais ça, enfin, c'est surtout éviter de dire des conneries, je trouve. Tu vois, parce que, en gros, enfin, moi, je suis dans une boîte où, clairement, il y a quasiment que des devs. Donc, quand t'es pas dev, tu peux vite dire une connerie, en mode, est-ce que tu peux me faire ça, ou est-ce que tu peux me faire ça, enfin, tu vois.
Et moi, ça m'évite justement de faire ce genre de truc. Je connais le produit, je sais ce qu'il y a derrière, je sais quelles conséquences, je sais que je connais l'API qu'on a mise en place, je sais quelle data je peux récupérer, je sais quelle data je peux pas récupérer, je sais ce qui est compliqué à implémenter, je sais ce qui est pas, enfin tu vois. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font le wagon, qui ensuite deviennent vont travailler dans des boîtes ou dans des rôles en fait où ils sont un peu à l'interaction entre les techniques et les commerciaux, quoi. Ouais. Parce que justement, ça te donne cette compréhension de ce que font les gens techniques, et t'as un genre de profil un peu plus polyvalent, non? Ouais, c'est clair que les profils qui sortent du wagon, ils sont hyper intéressants à ce titre-là, parce que t'as des gens qui ont un background en management, en droit, en architecture, en design, enfin tu vois, et qui en plus vont avoir ce bagage commun. En fait, tout l'intérêt d'ailleurs de l'alumni du wagon, c'est un peu celui-là, parce que du coup ils ont une sorte les élèves entre eux, les anciens élèves entre eux ont une sorte de bagage commun, tu vois, de cursus commun qui est le wagon, qui les soude, mais ils viennent tous avec un bagage différent d'avant. Par exemple, je sais pas, toi t'es HEC ou enfin ce genre d'école, bah aujourd'hui des alumni sont énormes, donc t'as pas un alumni hyper soudé dans ces énormes écoles. T'as un alumni, mais il y a un boulot de structuration qui est compliqué. Donc, tu vas pas forcément solliciter vachement l'alumni de HEC. En revanche, l'alumni du wagon, tu vas le solliciter. Et donc, nous, en fait, on bénéficie un peu de ces profils qui viennent d'HEC, de Sciences Po, tu vois, d'un peu partout, de médecine, on s'en fout. Et, qui se solidarisent, tu vois, qui se mettent tous ensemble, sous la bannière un peu du wagon. Tu penses que vous êtes en train de créer un peu un nouveau type d'école qui peut se substituer à terme, au genre d'école que moi j'ai faite? Je pense pas que ça puisse se substituer complètement, mais je pense qu'en revanche, effectivement, on pourrait, je rejoins un peu, tu vois, la question sur les formats tout à l'heure. On pourrait très bien imaginer de pousser un peu plus loin le socle général de connaissances et faire pousser des branches d'ultra spécialisation plus tard dans le cursus. Ça, je pense pour le coup. Tu veux dire chez le wagon? Non, dans les écoles traditionnelles. De manière globale, tu vois, je pense que on pourrait voir. Tu vois, moi en gros, on m'a demandé de choisir le droit après le bac, c'est trop tôt. Tu vois, choisir médecine après le bac, c'est trop tôt. Enfin, et je pense qu'on pourrait pousser un peu le socle général. On pourrait le faire monter un peu, tu vois, faire en sorte que les gens aient une meilleure culture G, tu vois, aller un peu plus loin à ce niveau-là, et mettre en place des formations plus courtes, type le wagon, tu as type bootcamp, sur des domaines différents. Au sein de la formation générale. Ouais, après, tu vois. En fait, faire pousser des branches sur le tronc. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on fait pousser un tronc sur le tronc, tu vois. Comment ça? Bah, en fait, je trouve que le tronc qu'on fait pousser, il est pas très long et qu'on fait vite pousser des branches. Est-ce que c'est pas aussi que le tronc qu'on fait pousser, il est vachement général, en fait? Et jusqu'à tes 18 ans, en fait, c'est hyper général. Ouais. Et des trucs qui sont pas forcément très concrets ou de la vie de tous les jours, tu vois. Par exemple, apprendre à coder, c'est hyper concret. Les maths, l'histoire géo, c'est pas méga concret, mais c'est hyper important. Et est-ce que le problème, c'est pas aussi que jusqu'à mes 18 ans, j'ai dû tout apprendre en même temps sans vraiment cultiver les trucs qui me plaisaient le plus, tu vois, sans vraiment laisser de place aux trucs qui me plaisaient le plus. Du coup, j'arrive à 18 ans et là, je dois choisir un nouveau truc. Et en fait, j'ai jamais vraiment l'opportunité d'explorer des trucs qui me plaisent beaucoup, sur lesquels je pourrais me spécialiser, tu vois. Et à un moment, on me dit alors droit, alors droit civil, droit public, droit privé, tu vois. Et tu dis bah je sais pas, je vais en prendre au pif forcément, alors qu'en fait, t'aurais peut-être pu avant déjà explorer ce genre de choses. Bah c'est un peu ce que font les Américains, non? Les Américains, il y a pas ce côté, tu vois, tu peux faire de la philo, enfin. Je pense qu'ils font un truc un peu comme ça, il me semble. Où t'as plus la possibilité de choisir ce que t'as envie de faire. Ouais. Mais oui, t'as raison. Hein. Moi, tu vois, typiquement, en droit, en vrai, j'ai passé le barreau, j'avais pas trop d'idées de ce que c'était que le métier d'avocat. Donc, en fait, on pourrait faire peut-être plus explorer aux gens, quoi. Je pense que, enfin, c'est bien, tu vois, la philosophie du droit, l'histoire du droit, tu vois, Hobbes, Locke, tout ça, c'est chouette, mais Montesquieu, machin, mais ça te sert pas à grand chose quand tu t'occupes d'un dossier de divorce. Peut-être que la pratique du droit, ce serait intéressant. Ouais, aussi. Ça pourrait être intéressant. Ouais. Mais c'est ça que j'avais bien. Moi, je sais que c'est ça qui m'avait aussi marqué chez le wagon, c'est que pour la première fois, en fait, pendant 2 mois, j'avais fait que des trucs. Il y avait très peu de cours et moi, j'ai une capacité d'attention d'environ 5 secondes. Donc ça m'arrangeait. Il y avait 1 heure de cours le matin, un truc comme ça, et ensuite on faisait que de bosser.
enfin, que de bosser sur nos trucs. Et du coup, c'était vachement bien parce que je trouvais ça un peu aberrant, le côté tu viens en cours et toute la journée t'es assis avec quelqu'un qui parle, alors qu'en fait tu peux lire les bouquins, ou il y a tout qui est sur internet, tu peux regarder les vidéos des mecs qui font les cours à Stanford. Ouais. Et Je pense que tu vois, les deux sont bien. C'est-à-dire, je pense que c'est bien d'avoir accès à un socle de culture générale. Enfin, je trouve qu'on fait ça bien quand même en France. Enfin, tu vois, moi je trouve ça cool. La fac en France, je sais pas, en sociaux, en philo, moi j'ai fait un peu d'histoire de l'art, je trouve ça cool. T'arrives dans un amphi, t'as des mecs super bons dans leur domaine, qui te font des cours, si c'est chiant, tu restes pas. Tu vois, enfin, personne te force à rester dans un amphi à la fac. Et je trouve ça génial. Pour le coup, je trouve que, tu vois, typiquement toutes les humanités et tout à la fac, c'est génial. T'apprends plein de trucs. Enfin, tu vois, par exemple, je sais que quand j'aurai 60 piges, je pense que j'aurai envie de retourner un peu à la fac. Tu vois, faire de l'histoire de l'art, faire tous ces trucs que j'ai pas pu finir justement. Et donc ça, je trouve ça cool, je trouve ça hyper important, et je trouve qu'on le fait plutôt bien en France. Après, je trouve qu'effectivement, ce qu'on fait très mal, c'est la spécialisation, faire des trucs un peu plus péchus, un peu plus pratiques, un peu plus utiles au quotidien, etc. Typiquement, par exemple, tu vois, les études de droit à la fac, c'est top, c'est très général, t'apprends plein de trucs, t'as une super culture G, etc. quand tu finis la fac de droit. L'école du barreau, franchement, c'est une cata. Enfin, ça a peut-être changé, mais à l'époque, c'est une catastrophe. Tu sais, c'est des écoles, t'as l'impression qu'on te fout surtout en stage, et puis après les cours, tu pointes, mais c'est tout, mais t'es pas intéressé. Ça a vraiment aucun intérêt. Pour le coup, ça a aucun intérêt. Et je trouve que vraiment sur le côté pratique, on se rabat surtout sur les stages en France. C'est-à-dire que t'as l'impression que les écoles qui vantent un peu, qui louent un peu le côté efficace, pratique de leur formation, c'est surtout que pendant les 3/4 du temps, ils envoient leurs élèves en stage. Ouais. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai, tu vois. Et puis attention, parce que si t'es comme moi et que tu te gourdes de stage à chaque fois, tu peux vite te dire que c'est pas très marrant comme boulot. Si tu passes ta vie chez Marc Dorcel, ouais. Non, mais mais oui, on n'est pas bon, je pense, sur ce côté opérationnel. Moi, j'ai surtout rendre l'impression les gens opérationnels. On n'est pas bon là-dessus, je trouve. Et puis surtout, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui avancent dans la vie, moi y compris, hein, et qui se disent c'est marrant, j'ai pas. Il y a plein de choses que j'aurais aimé explorer plus et que j'ai pas trop exploré, tu vois. Et est-ce que ça te parle par rapport aux gens qui viennent faire le wagon, parce qu'il y en a des gens de tous les âges qui viennent faire le wagon, jusqu'à 40 et quelques. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui à cet âge-là, quand ils viennent faire le wagon, se disent bah ouais, ça a l'air cool. Moi aussi, j'aimerais apprendre à coder, tu vois. J'aimerais apprendre un truc comme ça qui a l'air vraiment nouveau et fun et intellectuellement stimulant aussi. Ouais. Et tu vois, j'ai l'impression que on avance dans des rails un peu, sans trop se poser cette question-là, mais qu'elle revient forcément à un moment, tu vois. Donc, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait améliorer ce. Bah moi, je pense que déjà on entretient mal la curiosité des gens. En fait, je trouve que, tu vois, par exemple, la formation en France, la formation continue, je trouve que c'est un truc exceptionnel, mais qui est clairement le parent pauvre des droits des salariés, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, tu vois, tu prends une fiche de paye, sur une fiche de paye, tu vas avoir le droit à être payé si t'as plus de job, le chômage, le droit à être payé si tu peux pas travailler parce que t'es malade, voilà, le droit à la retraite quand tu pourras plus travailler, et le droit à être formé. Globalement, c'est les 4 droits, tu vois, qu'on te paye sur ta fiche de paye, tu vois. Il y en a qu'un seul qui te rend productif maintenant. Les 3 autres, en fait, c'est marrant parce que les 3 autres droits, c'est-à-dire le chômage, la retraite et la sécu, c'est des droits passifs, tu vois, qui viennent juste financer ton inactivité, tu vois, ton improductivité. Le seul droit qui te rende immédiatement plus productif, qui potentiellement te rendra immédiatement plus productif, c'est le droit à la formation. C'est celui dont on parle jamais. Et en fait, en France, dès que tu parles de droit à la formation, c'est boring, un truc de malade. Ça fait chier tout le monde. Le droit à la formation continue, ça fait chier tout le monde. La formation pratique, ça fait chier tout le monde. Pourtant, c'est hyper important parce que c'est le droit d'être curieux tout au long de la vie. Tu vois, et on a, en fait, on a rendu le truc tellement naze en France, c'est-à-dire que c'est devenu en fait, maintenant, dès qu'on parle de droit, tu vois, de formation professionnelle, on se voit tout de suite dans une tour à la Défense. Devant un ordi avec une carotte sur l'écran. Ouais, avec une cantine Sodexo et apprendre des cours de Excel. Tu vois, c'est terrible. Alors qu'en vrai, le droit à la formation, c'est chambé. Le droit à la formation, c'est ni plus ni moins que le droit d'être curieux tout au long de la vie
et de pouvoir payer cette envie de curiosité. C'est génial. Mais alors, qu'est-ce qui explique qu'il y ait cette image, qu'il y ait une image aussi mauvaise, aussi ennuyeuse? Oh là là, après, je pense qu'il y a pas mal d'explications historiques. Ouais. Ouais, il y a pas mal d'explications historiques. Typiquement, c'est compliqué, mais en gros, tu sais, la formation professionnelle, c'est financé via des organismes dans lesquels t'as des syndicats, des machins. Enfin, en gros, c'est des sous qui partent un peu dans des trucs gérés par des syndicats. Enfin, c'est un peu foireux. Par exemple, tu vois rarement les syndicats descendre dans la rue pour des réformes de la formation. Tu vois, tu les vois descendre pour les réformes de l'assurance maladie, des retraites, tu vois, mais jamais pour la formation, jamais. Et pourtant, le régime il est hyper compliqué. Enfin, c'est un régime de merde. En gros, c'est un régime, tu sais, il y a eu beaucoup d'abus, il y a beaucoup de gros acteurs qui ont capté cet argent public pendant des années. Et donc, on a mis en place des espèces de garde-fous légaux, administratifs, fiscaux, pour protéger, tu vois, des abus, mais qui en fait, du coup, rend le truc lent et en fait, pénalise juste les petits acteurs, quoi. Ouais. Parce que les gros acteurs qui croquent le gâteau depuis le début, qui sont les premiers responsables de l'émergence de ce régime contraignant, eux ont les moyens de se payer des équipes administratives qui savent jouer avec ces règles-là. Donc en fait, ceux qui sont baisés, c'est juste nous, par exemple. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous redonnez un peu goût aux gens à la formation continue, dans un sens. Ouais. Vous leur dites, regarde, ça peut être fun, en fait. Ouais. Mais enfin, moi, je pense qu'en tout cas, c'est un truc que j'aime bien mettre en avant, ouais. Parce que je trouve que c'est hyper important. Parce qu'en fait, et même si tu regardes, va dans n'importe quelle entreprise, parle avec les gens, ils ont aucune idée de leur droit à la formation. Tu vois? Alors qu'en vrai, si tu vas voir un mec dans une boîte et que tu lui dis, bah mec, en vrai, tiens, montre-moi, t'es dans ta boîte depuis combien de temps, etc. Bah là, tu vois, si tu veux, tu peux te payer X heures de formation à la lutherie. Il va kiffer. Mais il le sait pas. Parce qu'en fait, tu peux te former à ce que tu veux. Moi, je suis vraiment là. Une personne qui est vraiment pas au courant des droits du travail, c'est moi. Ouais. Et du coup, t'as le droit de te former à ce que tu veux. Via ce que t'es payé, enfin ton salaire en gros. En fait, tu cotises, je crois que c'est la taxe d'apprentissage, je sais plus, je suis pas un expert de ça, mais en gros tu cotises pour ta formation professionnelle. Ouais. Et du coup tu peux demander, t'as le droit de te former en ce que tu veux. Tu peux demander aux organismes auxquels tu files cette thune de te payer une formation. Ouais. D'accord. Mais c'est là que tu dis que est-ce que les formations sont pas un peu accaparées par des gros acteurs justement qui captent cet argent. Voilà, ok, d'accord. Ouais. Mais en fait, et c'est aussi pour ça, tu vois, que cette image de la formation professionnelle, la formation continue, elle a une image de merde parce qu'en fait, les gens voient ça comme une sorte d'obligation, alors que c'est limite un devoir, tu vois. Enfin, je reformule, ils voient ça comme un devoir, alors que c'est limite un droit, tu vois. C'est-à-dire que, ouais, enfin, je sais pas, parle de formation avec les gens, tout de suite, ils vont dire, oh là là, putain, tu vois, mon patron, il m'a envoyé dans un truc pour faire tu vois. C'est vrai, on en avait parlé sur ce podcast triste, avec Nicolas Hernandez de 360 Learning. Lui, eux, c'est pareil, c'est pas pareil, mais ils font des logiciels de formation. Ouais. Et on parlait de ça aussi, qu'il y avait l'image du logiciel bidon avec, tu sais, la carotte qui saute dans le coin de l'écran et qui te dit, vas-y, clique à droite, clique à gauche, etc. Ouais. Et du coup, est-ce que je peux me faire payer le wagon grâce à ces droits-là? Ouais. Ouais. Tu peux te faire payer le wagon via Pôle emploi, ouais, bien sûr. Ouais. Et quelqu'un qui écoute ça et qui se dit, moi, j'aimerais bien, ça a l'air intéressant, le code, la programmation, j'aimerais bien explorer. Il envoie un mail à contact@lewagon.org. Non, mais je voulais dire dans le sens, c'est quelque chose que vous conseillez de tenter le wagon d'un coup, ou est-ce que vous conseillez aux gens de d'abord voir si le code les intéresse? Ouais, de toute façon, il y a un entretien, on les voit avant, il y a des tutos à valider un peu en ligne préalablement. Enfin, ouais, il y a quand même des petits garde-fous. Ouais. Ok, parce que c'est compliqué. C'est vrai que sans le wagon, c'est compliqué d'apprendre. Enfin, moi, j'avais essayé d'apprendre à coder avant de faire un bootcamp. Et alors vraiment, j'ai fait n'importe quoi. J'ai appris tous les langages. Je savais en parler aucun. J'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait pas faire, tu vois. Et tu vois, en même temps, le wagon, c'est quand même, ça coûte quand même de l'argent. Ouais. Et du coup, le payer sans savoir si le code te plaît, c'est pareil, c'est compliqué, tu vois. Ouais, mais c'est pour ça qu'on leur fait faire des tutos en amont. Maintenant, vous avez tout un truc de tuto, etc., c'est ça? Bah, faut faire le tuto Ruby sur Codecademy, enfin des trucs pas compliqués, tu vois, mais qui permettent juste de valider que la personne déjà est à l'aise avec les logiques, premièrement, et secondo qu'elle aime ça en fait. Et dans les gens qui passent par le wagon, il y en a beaucoup qui deviennent développeurs en fait ensuite. Ou est-ce que comment ça se répartit en fait? De plus en plus. Bah là, on est en gros sur
Je dirais, enfin, c'est pas des sciences exactes, ça dépend aussi un peu des pays, parce qu'on est dans plusieurs pays, donc c'est pas les mêmes données. Tu vois, typiquement en France, comme il y a pas mal d'élèves qui sont au chômage, il y en a aussi, enfin, il y a pas mal d'élèves qui vont pas chercher un job tout de suite après. Donc ça a faussé. Il y a beaucoup de gens qui sont au chômage qui font le wagon. Qui font le wagon, ouais, et qui derrière vont lancer leur boîte, vont tenter un peu l'aventure à ce niveau-là, et donc vont pas rechercher un job tout de suite. Et donc ça a faussé le truc, parce que dans la vraie vie, s'ils touchaient pas le chômage, ils iraient chercher un job, tu vois. Ouais. Mais en gros, ouais, les data, c'est à peu près 60% qui lancent leur boîte ou fait du freelance, enfin bossent à son compte, et 40% qui bossent comme dev junior ou PM. On a de plus en plus de gens qui postulent à des postes de PM, de product manager. D'accord. Toi, t'es... Enfin, de mes observations... Ça va être une question de merde, ça, je te vois sourire avant de poser la question. Non, mais parce que j'ai fait mes petites recherches avant de venir. Okay, comme t'es un peu l'homme invisible d'Internet, mais bon, j'ai quand même mes contacts dans le milieu. Alors, j'ai envoyé quelques bouteilles à la mer. Mais je savais déjà que t'es quelqu'un quand même d'assez curieux, que tu t'intéresses à pas mal de choses différentes. Je t'entends parler déjà de plein de choses différentes, mais surtout, il y a souvent des moments où tu vas t'intéresser à un truc à fond, et ensuite passer à autre chose. Je sais qu'il y a un moment où tu t'intéressais ne serait-ce qu'à la serrurerie et à comment crocheter des serrures. Et t'avais même acheté un kit de trucs pour crocheter des serrures. Ouais, avec un cadenas transparent pour pouvoir voir ce que tu fais à l'intérieur. J'ai tellement utilisé d'ailleurs qu'il est pété, faut que j'en rachète un. Ah ouais. Dans le but de cambrioler. Non, mais c'est intéressant de savoir comment fonctionne une serrure. Mais du coup, justement, est-ce que parfois t'as une petite frustration du fait parce que l'entrepreneuriat, ça prend quand même pas mal de temps. Donc bon, de gérer sa boîte, quoi. Tu bosses beaucoup, ce n'est plus que les autres vu que c'est ta boîte. Est-ce que parfois il y a pas une petite frustration pour toi de pas pouvoir explorer d'autres pistes? Est-ce que des fois tu te dis j'aimerais bien faire plus de ça ou plus de ça et je peux pas? Bah déjà, enfin ça prend du temps, mais l'entrepreneuriat ça prend du temps, mais quand même quand j'ai plus de temps que quand j'étais avocat par exemple. Tu vois. Ouais. Enfin en gros là aujourd'hui. Je finis mes journées vers 19h. Tu vois, vers 19h, 20h, plutôt 19h d'ailleurs, j'ai fini, tu vois. Et je reprendrai le lendemain. Ça c'est intéressant parce que qu'on entend beaucoup. Il y a en ce moment, il y a tout le mouvement à la Gary Vaynerchuk, etc. Tu vois, qu'il faut travailler 18 heures par jour, qu'il faut hustle, travailler tous les jours à fond, etc. Et vous êtes pas dans cette logique-là. Parce que c'est vraiment ce qu'on entend beaucoup, notamment que vous n'êtes pas vraiment une start-up, donc vous n'êtes pas vraiment dans l'écosystème. Enfin, mais il y a quand même beaucoup ce dogme de il faut travailler nuit et jour comme des dingues tout le temps. Déjà le truc c'est que moi si je travaille nuit et jour, si là par exemple je me dis ok je me chauffe, je travaille toute la nuit, je vais être tout seul. Globalement, je vais pas aller très loin. Donc déjà il y a ça reste quand même un travail d'équipe, une boîte partir d'un certain moment. Donc si t'es tout seul à te faire des nuits entières, c'est bien, mais juste tu cours tout seul quoi. Enfin tu peux toujours avancer sur des trucs. Ouais. Il y a ce côté je pourrais toujours être en train de faire un truc en plus, tu vois. Ouais, peut-être que je sais pas parce que il y a toujours un truc à faire. Mais il y a aussi toujours un truc à faire, plus un truc qui va se rajouter et que t'as pas encore prévu, tu vois. Donc dans la vraie vie, en fait, par exemple dans la vraie vie, tu te pointes le matin au bureau avec une to-do, et puis le soir tu repars, t'as rien fait, tu vois. Ah moi les to-do list c'est juste une liste de honte où je regarde toutes les choses que je ne ferai jamais. Ouais moi aussi, moi c'est enfin je les ferai mais plus tard. Tu sais quand tu fais moi je suis le spécialiste de ça quand tu fais un classeur. Tu fais, moi c'est ma spécialité. Je prends un classeur. Enfin, on a un CFO maintenant, donc c'est plus comme ça, mais tu fais un intercalaire loyer, un intercalaire EDF, un intercalaire banque, tu vois, un intercalaire machin, et puis à la fin tu mets un intercalaire autre au pluriel dans lequel tu vas tout. Tu vois, et dans lequel tu vas aussi mettre genre les banques, les loyers, tu vois. À chaque fois que tu les reçois, je suis un spécialiste de ça. Pardon, pourquoi je disais ça? Je sais plus de quoi on parlait. Du fait de bosser beaucoup. Ah ouais. Non, non, enfin moi je pense que déjà c'est pas sain. Enfin, je vois pas à quel moment on peut considérer que bosser 18 heures par jour, c'est quelque chose de sain pour l'humain. Et ensuite, je pense que
sauf urgence, tu vois. Je peux comprendre que quelqu'un qui est infirmier, quelqu'un qui est médecin urgentiste, quelqu'un qui est avocat commis d'office, tu vois, en comparaison, tu vois, enfin, soit sollicité parce que c'est des situations d'urgence, mais je pense que sinon c'est de la branlette. Tu vois, en gros, si t'es pas pompier, médecin ou des trucs, tu vois, comme ça, je pense que c'est clairement de la branlette. Sauf vraiment si finir ta compta, c'est une urgence C'est une absolue, deadline, ça. tu vois. Voilà. Mais j'y crois pas du tout. Parce que tu peux pas être productif plus de X heures, c'est pour ça que tu dis ça? Ouais, et surtout c'est débile de se comporter, si tu veux, comme si les choses étaient urgentes alors qu'elles le sont pas. Ouais, en fait, je te demande ça parce que je pense que c'est un message important. En tout cas, moi, c'est un message que j'ai envie de diffuser. C'est qu'il y a tu vois, il y a vraiment beaucoup de, je pense qu'il y a beaucoup de storytelling sur le fait qu'il faut travailler tout le temps. Ouais. Et je pense que c'est pas vrai, en fait. Et je pense que c'est pas sain. Et je pense qu'il faut faire le truc tous les jours, tu vois. Ouais. Mais qu'en fait, tu peux pas bosser 14 heures par jour sur des trucs qui demandent de la créativité, un peu de productivité, de réfléchir avec la tête claire et que et qu'en plus tu vas péter, et que avec le coup, tu sais, moi j'ai bossé avec quelqu'un à une époque, moi je le disais, ouais, mais c'est pas un sprint, c'est un marathon, tu vois. Et il me disait, ouais, mais ça sert à rien de faire un marathon si tu te fais pas mal dès le début. Tu vois. Dans le sens, si tu veux gagner le marathon, il faut que tu te fasses mal tout le temps, tu vois. Alors, c'est ce que la personne me disait. Ouais. Et moi, je pense qu'en fait, le but, c'est pas de gagner le marathon, c'est de finir le marathon, tu vois. C'est d'avancer, quoi. Mais si tu peux finir le marathon, par exemple, sans te faire mal, où est le souci? Ouais, c'est bien, ouais. Mais je pense, mais du coup, un Ironman, c'est juste que moi, c'est plutôt ça la vision que je porte, tu vois. Ouais. Et la vision de pas tuer les gens au boulot et parce que. Bah, en fait, encore une fois, moi, je sais, tu vois, qu'au wagon, chacun bosse un peu quand il veut, d'où il veut, etc. Enfin, il y a pas de, on n'est pas du tout chiant là-dessus. Ouais, non, enfin, je trouve ça, j'ai connu, tu vois, quand j'étais avocat, je me faisais des journées, 9h, 2h, 3h du matin, enfin, je l'ai fait, tu vois. Mais, effectivement, t'es moins productif, t'es moins épanoui, t'es moins heureux, t'es moins tout, en fait. Tu vois, Moi, les seules fois où j'ai bossé autant, après, t'as vite l'envie de dire, oh là là, j'ai beaucoup bossé aujourd'hui, ou ce genre de choses. Tu rentres dans un truc, tu sais, comme si c'était un badge presque de bosser énormément, de pas dormir et d'être tu vois, dans le workaholisme un peu. Ouais. Mais au-delà de ça, moi, vraiment, enfin, pour le coup, tu vois, les mecs qui vantent la journée de 18 heures de boulot, je veux bien qu'ils me montrent leur to-do. C'est-à-dire parce que, tu vois, on parle quand même de 18 fois 60 minutes, fois 60 secondes. Ça fait quand même beaucoup de secondes, hein. Et je veux bien qu'ils montrent leur to-do. C'est-à-dire, tu vois, je veux bien qu'ils montrent ce qu'ils ont réussi à faire, tu vois, non-stop, comme truc, tu vois, pendant 18 heures. Parce que j'y crois pas du tout, tu vois. À mon avis, c'est du super bullshit. Mais globalement, enfin, la question du temps de travail, déjà, je pense que c'est un truc qui est très intime. C'est-à-dire que je pense que chacun a sa façon de s'organiser, de gérer son temps de travail, etc. Encore une fois, quand t'as le luxe de pouvoir le faire, parce que encore une fois, il y a plein de jobs où t'arrives à l'usine le matin, tu repars à l'usine, tu vois, de l'usine le soir. Enfin, tu vas pas faire 18 heures, tu vois. Genre, non. Tu vois, par exemple, Gary Vaynerchuk, merde, je me rappelle jamais. Voilà, tu vois, il s'adresse clairement pas à l'ouvrier qui bosse dans une usine de métallurgie, tu vois. Là, figure-toi que un peu, parce qu'il dit à ces gens, en fait, et c'est ça que je trouve encore plus absurde. Il dit, ne pleure pas sur ton sort si t'as pas le succès que tu veux. Parce que même si tu bosses 10 heures par jour à planter des clous dans une usine, en fait, le soir, au lieu de mater House of Cards, tu devrais rentrer chez toi et lancer ton online business, tu vois. Et je trouve que ça, j'aimerais bien voir si... Enfin, tu vois, je pense que c'est un peu... Mais pourquoi pas? Enfin, après, je suis pas du tout... Enfin, tu vois, typiquement, le discours... Bah, tu vois, Macron, par exemple, il y a un discours sur la formation. Justement, je vais pas te faire du pro Macron ou du anti Macron. C'est juste, je peux pas parler politique. Mais c'est juste que tu vois, je trouve qu'il y a un côté un peu, tu vois, il y a cette espèce de délire sur, tu sais, la caissière la caissière sur la fin du 21e siècle. Tu sais, c'est pour ou contre la disparition de la caissière. Tu vois, caissière, job d'avenir ou pas. Tu vois, genre tout c'est le sens, le travail, le machin, disparition du travail, les robots, là, et tout. Bref. En fait, c'est très drôle parce que quand tu parles de ça, quand tu parles de la caissière, tu vois que tu dis, bah, clairement, caissier, c'est un boulot qui est quand même passablement abrutissant, tu vois.
Parce que c'est passablement abrutissant quand même. Tu scannes des codes barres toute la journée. Enfin, c'est pas stimulant intellectuellement comme métier. Donc, d'une certaine façon, c'est bien que ça soit remplacé par des machines qui vont scanner les codes barres. Parce que c'est déjà des machines qui scannent les codes barres, hein, d'ailleurs, en passant. Oui. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que, tu vois, moi, ce qui me fait vraiment marrer quand on parle de ce sujet-là, de ces sujets-là, c'est que systématiquement, tu sais, t'as toujours un mec pour te dire, ouais, mais ils vont faire quoi, tu vois? Ouais, mais mec, elle va faire quoi, la caissière, s'il y a plus de caisse, tu vois? Tu sais, comme si la caissière a été condamnée ad vitam aeternam à scanner des putains de codes barres. Tu sais, comme si la caissière a été pas foutue, tu vois, de faire quelques connexions neuronales qui lui permettraient d'avoir une autre activité que de scanner les codes barres. Tu vois, genre, c'est tellement méprisant comme vision, tu vois. Cette vision de, non mais mec, t'es mignon, mais elle fait quoi la caissière si demain il y a plus besoin de caissière? Eh ben, elle fait autre chose, mec. Elle fait une formation pour être chef de rayon, pour être, tu vois, elle se forme, elle fait autre chose, tu vois. Elle est pas teubée, la caissière, tu vois. Évidemment qu'elle peut faire autre chose. Et en fait, donc oui, je pense que tu vois, tu peux faire autre chose, tu peux passer de ton usine de métallurgie à. Ce qu'il faut, c'est leur donner les outils, en fait, c'est ça. Ouais, il faut former les gens. Pour le coup, il faut former les gens. Et quelque part, enfin. Mais oui, après sur le temps de travail, je trouve que c'est une question un peu bourgeoise, tu vois. Parce que en vrai, tu vois, la question du je bosse 12 heures par jour ou je bosse 18 heures par jour. Clairement, tu l'entends que dans les que dans les classes aisées, tu vois, tu entendras jamais chez une nana justement qui bosse à la caisse chez Leclerc qui va dire ouais, putain, moi je fais des journées 18 heures en ce moment, je m'arrache de ouf, j'ai fait tant de scans aujourd'hui, mais quoi, jamais de la vie. Tu vois, genre, pas dans la vraie vie. Et oui, non, pour répondre à ta question, moi je finis vers 19h et à partir de 19h je suis, enfin, tu vois, je fais autre chose. Je fais à manger, je fais la cuisine, je bouquine, j'écoute des podcasts, j'écoute Nouvelle École. Tu vois, je fais d'autres trucs, tu vois. T'es pas obligé de dire que t'écoutes Nouvelle École. Ça va, c'est bon, je te fais de la pub. Sur mon tu me fais de la pub sur mon podcast. Super. Mais oui, et après, en revanche, je trouve que c'est important de, tu vois, par exemple, là, depuis 2 ans, je bouquine des tonnes de trucs sur la permaculture. Parce que je trouve ça hyper intéressant. Et la quoi? La permaculture. Que cela veut-il dire? C'est des nouvelles, tu sais, c'est toute cette nouvelle mode très hipster de culture maraîchère. Ça te dit rien, la permaculture? Le mot aussi, mais non, la définition non. C'est intéressant. Permaculture, c'est en gros des modes de culture maraîchère, je te l'ai fait qui s'inspirent des designs de la nature, qui s'inspirent de l'écosystème naturel tel qu'il a été créé. En fait, l'idée c'est de dire la nature fait ça très bien toute seule. Donc essayons de reproduire au maximum ces mécanismes naturels pour minimiser l'effort de l'humain sur la production agricole. Par exemple, je sais pas, t'as plein de trucs, t'as plein de techniques de permaculture, t'as la culture sur but, les associations de culture par exemple, tu vois, tu plantes des poireaux avec des fraises, ça pousse mieux. Ok, d'accord. Des trucs comme ça. Et donc toi tu lis des bouquins là-dessus? Ouais, j'ai eu ma phase, tu vois. Mais parce que je trouve ça hyper intéressant, mais en fait je suis pas plus intelligent après avoir lu les bouquins, tu vois, qu'avant. C'est juste que j'ai un besoin de m'intéresser à ça, tu vois, tu sais, c'est des, je sais pas, t'as pas ça, toi, des moments où t'es curieux sur un sujet particulier où tu vas. Bah si. Voilà. C'est un peu le problème, c'est que j'ai un peu l'impression de. C'est justement je trouve que c'est génial. Enfin. De faire plein de trucs différents. Ouais, mais en fait, moi, ce qui a été un problème dans ma vie, je dirais que c'est le moment où t'es toujours en train de faire un nouveau truc et que tu te mets pas vraiment sur, tu vois, tu restes pas sur un truc, tu vois. Bon, après, je sais pas, parce qu'en fait, il faut peut-être passer par là pour arriver là aussi. Je pense que ça dépend des profils. Après, il y a des profils qui sont peut-être plus, tu vois, plus faits pour l'un et d'autres qui sont plus faits pour l'autre. Moi, je sais que je suis plus fait pour être un peu éparpillé. Ouais. Tu ferais quoi si le wagon ça s'arrêtait Alors, meilleure question, parce que là on va arriver dans la question de Bernard Pivot. Tu ferais quoi si t'avais 10 millions? Non, allez, autant de millions que tu veux, on s'en fout. La question est juste de pas avoir de problème d'argent, jamais, ever, never. Tu ferais quoi demain? Si j'avais plein de thunes? Ouais. Ce serait quoi ta journée en fait, une journée normale quoi? Mais si j'étais plus au wagon du coup? Ouais. Enfin moi déjà. Parce que sinon tu ferais le wagon, c'est ça? Moi je suis bien au wagon, hein, ouais. En vrai.
je bosse avec mon ref. Enfin, globalement, wagon, je travaille avec des gens que j'aime dans un lieu que j'ai choisi et je me vire mon salaire tous les mois. Donc, enfin, tu vois. Et alors, si tu faisais pas le wagon, alors si je faisais pas le wagon, moi, je sais que mon premier kiff là, ça serait de me faire justement une ferme ou un truc comme ça, un peu en mode un peu en mode chat perché. Tu vois, j'aimerais bien, tu vois, consacrer, je sais pas, 2 ans ou tu vois, enfin un peu de temps pour faire une ferme en autonomie alimentaire et en autonomie énergétique. T'es dans un délire très 11e arrondissement quand même. Ouais, je sais, c'est un peu ridicule. Je suis d'accord que c'est un peu ridicule. Non, j'ai pas dit ça. Mais ouais, non, mais tu sais, j'aime bien le côté un peu maison chat perché, tu vois, où tu fais pas chier la société te fait pas chier, et avec plein de bouquins et puis des clés que tu laisses à tes potes quand ils veulent, tu vois. Enfin ouais, c'est un truc qui me chaufferait bien. Je suis pas très, tu vois, j'aurais pu te répondre tour du monde. Ouais, tour du monde, ça me dirait bien aussi. Ouais, je sais pas. En fait, j'ai l'impression que quand on enlève l'équation argent, les gens, moi, c'est une question que je pose beaucoup aux gens, et ils font tous des trucs très simples en fait. Ouais. Tu vois, par exemple, après c'est peut-être que moi, plus je grandis, plus je me prends d'intérêt pour les choses vraiment simples, du genre lire un bouquin dans un parc quand il fait beau, quoi. Et je trouve pas qu'il y ait grand chose de plus cool dans la vie que Moi, j'ai envie d'entreprendre quand même. Ouais. Tu vois, et quelque part cette ferme par exemple c'est un truc c'est l'entrepreneuriat aussi. C'est le côté créer, faire grandir un truc. Ouais. Ou sinon on a un projet de maison de retraite. J'aimerais bien. Pourquoi je sais pas, j'aimerais bien. Ça répond à une problématique. Ouais, je trouve ça intéressant comme sujet. En fait, tu vois, si j'avais plein de thunes, je ferais bien une maison de retraite avec des gens heureux. Parce que tu trouves que c'est un truc qui est mal fait. C'est des mouroirs, c'est badant. Et je ferais bien, tu vois, je disrupterais bien. T'as un proche qui est en maison de retraite? Non, j'ai plus de proches qui ont l'âge d'être en maison de retraite. Mais globalement, je trouve que déjà c'est un marché qui est un marché financièrement intéressant. Tu vois, c'est un bon business. Et c'est un marché qui est disruptable. Tu vois, c'est un peu comme les taxis, c'est-à-dire que t'as une sorte de monopole, t'as une prestation qui est mauvaise, qui est chère. Enfin, tu vois. Et je trouve que du coup tu peux faire mieux, et je pense que tu peux faire des trucs intergénérationnels assez tripants. Tu vois, j'ai vu des initiatives avec des mecs qui mettent des crèches dans des maisons de retraite, enfin des trucs hyper cool, tu vois. Ouais. Et ouais, c'est un truc qui me dirait bien, ça, par exemple. Ça, la maison de retraite à la sauce le wagon un peu, quoi. Ouais, plus à la sauce paillard. Ouais. Comme tu lis beaucoup, c'est quoi le bouquin que t'as le plus offert? Le bouquin que j'ai le plus offert, ouais, c'est putain. C'est difficile comme question, ça. Que j'ai le plus offert. Ouais, enfin, en fait, c'est la question sous-jacente, c'est le bouquin qui t'a un peu le plus marqué. Et du coup, ouais, c'est pas forcément les mêmes. Mais non, le bouquin que j'ai le plus offert, c'est L'usage du monde de Nicolas Bouvier, qui est un bouquin génial. Et après, qui m'a le plus marqué, je me suis fait la recherche l'année dernière. Et ça m'a bien marqué. La recherche? La recherche du temps perdu de Proust. Ah, d'accord. Ouais. Parce que quand t'as dit la recherche, je me suis... Ouais, c'est ce que tu dis quand t'es snob. Ouais. La recherche. C'est quoi Tu me fais vraiment les questions de Bernard Pivot, là? Non, c'est mes questions de Bernard Pivot. D'ailleurs, il y a un truc dont j'ai oublié de parler, mais t'es officiellement le type le plus drôle de Facebook. C'est gentil. Sur les... C'est parce que tu lis T'es plein de followers, là. C'est parce que tu lis le Figaro chaque jour pour ton inspiration cynique. Mais en vrai, le midi, en général, je me scrolle le Figaro. et en vrai, je me retiens pour pas faire un post tous les jours, quoi. Parce que franchement, le Figaro, c'est vraiment une source d'inspiration comique sans fin, quoi. Enfin, ouais. Non, mais t'as vraiment. peut-être une reconversion dans le stand-up. Parce que genre, c'est les sondages du Figaro. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est vraiment avec c'est vraiment les sondages du Figaro sont géniaux parce que tu cliques, tu sais. Enfin, évidemment, tu cliques parce que t'as envie de voir la réponse, mais tu connais la réponse, tu vois. Tu vois, par exemple, là, ce midi, c'était voulez-vous que François Hollande revienne dans la vie publique, tu vois. Tu sais qu'il y a 90% des gens qui ont répondu non, tu vois. T'es sur le site du Figaro, mais quand même, tu vas cliquer, tu vois. Tu vois qu'il y a 91% des gens qui ont répondu non, tu vois. Bref. On arrive sur les questions de la fin. Ouais. C'est, il y a une question, tu sais c'est quoi un truc dans ta vie où tu trouves que t'es extrêmement nul et que t'as jamais vraiment réussi à résoudre?
que je suis Ou que extrêmement nul. Ouais, une zone de ta vie que tu gères pas, quoi. Genre extrêmement nul. Tu trouves que tu gères pas, disons. Putain, c'est dur ça. Ah oui, mais plus ça va, plus on monte en difficulté. C'est Ouais, comme un jeu vidéo, en fait. Ouais, Tu sais, je commence avec des questions sur qui t'es, parce que du coup, je connais la réponse. bah, les jeux vidéo, je suis assez nul. Non. J'ai pas une grosse force de concentration. Je suis pas bon là-dessus. Je me déconcentre et je m'éparpille très facilement. Mais ça, je bosse là-dessus. C'est pas handicapant pour ton boulot qui est un peu un boulot d'exécution en plus à fond. Non, un truc où je suis nul. Ouais, la compta. La compta, je suis nul, tu vois. Mais ça, c'est une discipline, ça s'apprend. Ouais. Non, mais franchement, j'arrive pas. Hmm. Non, j'ai du mal à trouver une réponse pleine d'esprit là. Non, mais c'est pas une question pour qui demande une réponse pleine d'esprit. Ouais, c'est dur, hein. Ouais. Pourquoi je suis nul? Mais en plus, j'essaye de sortir de nouvelles questions parce que. Ouais. Je sais pas, t'es nul en quoi? Tu dirais que t'es quelqu'un d'heureux, toi? Ouais. 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 T'es pas quelqu'un de déprimé ni de. Non. Dans le doute. Non. J'étais un bon anxieux, tu vois, dans le temps, mais maintenant ça va. Quand t'avais Carrément, plus 20 ans, genre? Ouais. Pourquoi t'étais anxieux, tu penses? Ouais, je pense que c'était un truc de famille un peu. De famille? Ouais. Vous avez une famille anxieuse? Ouais. C'est vrai? Ça vient des parents? Ouais. Non, mais on est. Ouais. Tout le monde est un peu anxieux de toute façon. Enfin, non, je sais pas. Moi, je suis hyper anxieux. Ouais, Ouais. voilà, tu vois. Tu penses que c'est un truc qui part avec le temps? Ouais. Je lis souvent que la vingtaine, c'est la décennie où tu stresses comme un dingue et qu'après, ça va de mieux en mieux finalement. Bah, c'est normal, t'imagines. Enfin, à 20 piges, t'es vraiment. Enfin, t'es vraiment sur le pas de ta vie et elle t'a pas ouvert la porte, quoi. C'est beau ça. C'est beau, hein. Ça peut Et être c'est de moi en plus, hein. c'est peut-être le titre de l'épisode. Qu'est-ce que tu sais, il y a la question qu'est-ce que tu ferais si t'avais pas peur? Qu'est-ce que je ferais si j'ai pas peur? Non, mais... Tu vas monter les longs silences là? Non, je vais laisser les Ah, silences. ça c'est un truc où je suis nul, les silences. Je suis nul. Ça t'angoisse? Ouais. Non, je suis nul. Je sais pas faire de silence. Je parle beaucoup trop. Ouais, moi aussi, mais là c'est mon podcast, du coup je commence Ouais, à pour avoir un l'habitude. podcast, c'est plutôt une qualité de parler. Ouais. Tu me diras. Bah non, ça dépend. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? C'était un beau silence. Bah, c'est un peu compliqué parce que je fais déjà beaucoup de trucs qui auraient pu me faire peur, tu vois. Je suis pas... Tu vois, typiquement, je sais pas, il y a des trucs genre voyager et tout, j'avais peur de l'avion, de ouf, mais... Enfin, en gros, je pars du principe que tes peurs, tu les combats et globalement, globalement, si tu veux, ça m'est jamais arrivé de me trouver face à une peur paralysante. Y a pas un truc que t'as toujours voulu faire et que t'as jamais fait en fait? Non, et je pense que si ça se présentait, bah, je lutterais contre la peur en question et puis Et tu le ferais? je le ferais. Par exemple, si tu te découvrais une vocation pour le stand-up, tu irais faire du stand-up. Ouais. Faudrait vraiment Ça, que c'est Faudrait vraiment que je me découvre une c'est vocation. assez terrifiant quand même ça, par exemple. De faire du stand-up? Ouais. Moi, ça me terrifie pas tant que ça. Ah ouais? Non. Bah, c'est parce que tu t'entraînes déjà sur Facebook avec tes blagues. Ouais. Bah, ouais. Non, mais j'aimerais bien faire du théâtre, par exemple. Tu vois, parce que, par exemple, pour faire du stand-up, j'irais faire du théâtre. Enfin, tu vois, t'as toujours des solutions, tu vois. Si demain j'ai peur d'aller, enfin, déjà, si demain j'ai envie de faire du stand-up, parce que c'est pas du tout décidé, hein. Mais, enfin, c'est toi qui me sors ça, mais, tu vois, bah, je vais flipper, du coup, je vais m'inscrire dans un cours de théâtre ou dans une asso de théâtre, tu vois, dans le quartier. Je vais faire du théâtre, et puis dans 2 ans, j'irai faire du stand-up. Parce que j'aurais fait du théâtre. Enfin, tu vois, il y a pas de peurs qui sont paralysantes. Et la dernière question que je pose en général, c'est qu'est-ce que tu dirais à une version plus jeune de toi? Toi, ce serait à toi à 20 ans, en fait. Quand t'étais anxieux, d'ailleurs. Quand t'étais avocat. C'est marrant parce que c'est typiquement les questions un peu cucu auxquelles tu peux donner des réponses un peu cucu. Bah ouais, mais finalement, les questions... Je te laisse. Arrête d'essayer de m'esbrouffer, là. À chaque fois que je te pose une question, Non, tu me... qu'est-ce que je dirais
Bah, moi, je lui dirais, je sais pas, franchement, j'aurais envie de lui dire pas mal de trucs, quoi. J'aurais envie de lui dire déjà de prendre son temps pour être sûr de savoir ce qu'il veut faire. J'aurais envie de lui dire de prendre plus de risques. Tu prenais pas assez de risques? Non. J'ai commencé à prendre des risques assez tard, en fait. J'ai commencé à prendre des risques en arrivant sur la trentaine. D'être plus curieux, de moins faire de liaisons fausses. Voilà, cette phrase. Ouais, d'être plus curieux, de prendre plus de risques, de se prendre un peu plus de temps pour vraiment savoir ce qu'il veut faire. Est-ce que tu penses que le fait de prendre des risques, c'est un peu comme un muscle, ça se travaille, et que plus tu te forces et plus ça devient facile? Ouais. Ouais. Pour le coup, enfin, après, prendre des risques, c'est assez générique. C'est générique, bien sûr. Ouais. Mais ouais. En tout cas, ouais, sortir de cette fameuse zone de confort, etc. Enfin, tu sais, cette espèce de terme un peu bullshit, mais ouais, je pense que je pense que vraiment tu développes justement une plasticité là-dessus, quoi. Ton cerveau, ta volonté, etc. s'adapte vachement à ça. Et plus tu le fais, meilleur t'es à ça. Je pense, hein. Peut-être que, enfin, moi, en tout cas, je sens que ça marche comme ça. Tu connais le Coffee Challenge ou pas? Non, c'est quoi? C'est un truc c'est un truc d'américain pour la peur. C'est en gros, tu vas dans un café, genre Starbucks, n'importe quel café, tu commandes un café, et quand le type t'amène ton café, tu dis bah j'aimerais bien avoir 10% de remise. Ouais. Et vu que c'est un café, ça coûte 1 euro, quoi. Donc ouais. c'est absurde de demander 10% de remise. Et en fait, le principe, c'est de le faire parce que ça fait peur, juste pour ça, tu vois. Mais c'est tout ce genre de petits tests pour ça fait pas peur de demander 10% de remise sur un café. Bah toi, ça te fait peur? Bah ouais. Pourquoi? Parce que c'est absurde. Tu te vois aller dans un café et dire je voudrais 10% sur le café? Ouais, ça me dérangerait pas de le faire. Ouais. Mais enfin, le but c'est de les avoir les 10% ou c'est juste? Non, c'est juste de demander. Bah ouais, je pourrais le faire. Ouais. La prochaine fois qu'on va se prendre on va aller prendre une bière. Non, ouais, moi ça me ferait pas spécialement peur ça. Mais en revanche, je peux pas te garantir que j'aurai 10%. C'est bizarre. Non, c'est pas ça le but. Ok, d'accord. Mais oui, ouais, je pourrais le faire, je pense. Bah merci Romain d'être venu sur Nouvelle École. Bah merci à toi. Où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent savoir ce que tu fais? Ou qui veulent en savoir? Sur le site du wagon. Sur le site du wagon. Ouais. Lewagon.com. Vous avez acheté le .com? Ouais. Ça coûtait cher? C'était un restaurant lyonnais, donc ça n'a pas coûté que trop cher. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, déjà, bravo. Ensuite, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour cela, rien de plus simple. Lancez iTunes de votre ordinateur ou Apple Podcast de votre iPhone. Cherchez Nouvelle École, allez dans la section Notes et Avis et laissez un avis. Vous pouvez choisir le nombre d'étoiles. 5 est de loin mon préféré. Merci de soutenir ce podcast et à lundi pour un nouvel épisode. Salut!